Avoir de l'influence, devenir célèbre, parcourir le monde, recevoir une éducation de qualité, rencontrer des personnes inspirantes, autant de rêves partagés par de nombreux jeunes ayant grandi à l'ère des réseaux sociaux et des technologies modernes. Daniela Patigno Ginestrosa incarnait parfaitement cette génération. Elle possédait de l'ambition, de l'intelligence et une volonté profonde de saisir toutes les opportunités pour s'épanouir. Pourtant, ce rêve ne s'est jamais réalisé. Daniela est née en 1997, le même jour que sa sœur jumelle, Sarah. Leur mère, Marta Inestrosa, et leur père, Elkin Patigno, vivaient dans la municipalité de Belo, située dans le département d'Antioquia, en Colombie. Les parents de Daniela ont travaillé sans relâche pour financer ses études universitaires en communication sociale et en journalisme. Martha occupait un poste de réceptionniste dans un petit hôtel, tandis qu'Elkin était assistant comptable dans une entreprise appelée Éducation sans frontières. À un certain moment, Elkin a perdu son emploi. Conscient de la situation, il a eu une conversation sérieuse avec Daniela et lui a expliqué que sa femme et lui ne pourraient plus assumer ses frais de scolarité. Daniela, qui avait toujours rêvé de devenir écrivaine, blogueuse, actrice ou journaliste, souhaitait également découvrir le monde. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a décidé de chercher du travail à l'étranger, hors de son pays natal, la Colombie, afin de réunir suffisamment d'argent pour rentrer chez elle et terminer ses études universitaires. Ainsi, au début du mois de juillet 2018, elle a fait ses valises et, malgré sa méconnaissance de l'hébreu et d'autres aspects tout aussi essentiels, elle a entrepris un voyage en Israël. Selon certaines sources, ce voyage aurait été en partie financé par une amie. Du moins, c'est ce qu'elle a affirmé à ses parents avant de partir. Pendant 9 mois, Daniela a vécu dans la ville de Givatayim, située dans le district de Tel Aviv, au cœur de l'agglomération de Gush Dan. Durant son séjour en Israël, elle a enregistré de courtes vidéos pour YouTube et publié des photos, principalement prises sur les plages locales. On sait que pendant cette période, Daniela a travaillé dans un restaurant pour économiser suffisamment d'argent afin de payer le semestre et atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé avec sa sœur jumelle, Sarah, aider leurs parents à faire face à la situation. La jeune fille ne rentre en Colombie qu'en avril 2019. Martha et Elkin s'attendaient à ce qu'elle reprenne ses études. Cependant, au cours des derniers mois, les projets de leur fille avaient radicalement changé. Désormais, Daniela n'a plus qu'une idée en tête: partir en Espagne. Ses parents n'étaient évidemment pas favorables à cette idée, d'autant plus qu'ils désapprouvaient le fait qu'elle ne poursuive pas ses études. Malgré leur réticence, ils ont fini par céder, estimant que l'expérience de Daniela en Israël avait été positive. Toutefois, à l'approche de la date de départ, ils commencent à s'inquiéter du manque d'informations concernant le voyage. Daniela a alors 22 ans, mais ses parents restent préoccupés par sa sécurité. De surcroît, le fait de ne pas connaître la personne qui l'a invitée en Europe leur inspire une vive appréhension. Pourtant, la jeune fille les rassure autant qu'elle le peut, répétant qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Le jeudi 15 août 2019, la veille de son départ, Martha et Daniela se promènent dans le centre de Medellín et font quelques achats. Tout semble se dérouler normalement, mais certaines choses préoccupent les deux femmes. D'abord, elles s'interrogent sur la décision de repartir si rapidement, prise de façon apparemment impulsive. Ensuite, le comportement de Daniela les inquiète. Elle n'a jamais communiqué les informations relatives à son vol et a refusé d'être accompagnée à l'aéroport. À la veille du départ, les zones d'ombre demeurent. Aucun détail précis concernant le vol, aucune information sur la personne censée accueillir Daniela à l'aéroport, ni sur l'heure à laquelle elle prévoit de rentrer chez elle. De plus, la jeune fille a dit à son père qu'elle préférait prendre un taxi afin qu'il n'ait pas à rentrer tard le soir. Elkin a insisté pour obtenir le numéro de vol afin de l'aider à s'enregistrer, mais Daniela a refusé, affirmant que son ami s'en était déjà occupé. Toutes ces incohérences trottent dans l'esprit des parents. Un pressentiment leur murmure que quelque chose cloche, mais ils sont loin d'imaginer le drame qui s'apprête à se jouer. Quelques heures plus tard, Daniela envoie des photos prises à l'aéroport. On la voit dîner seule. Selon certaines sources, son vol était prévu pour 19 heures, mais il a été légèrement retardé. Après le départ supposé, Martha et Elkin se couchent, mais leur sommeil est interrompu à l'aube par un message vidéo de Daniela, reçu sur leur téléphone portable. Comme le vol vers l'Espagne devait durer au moins 9h30, ils comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Inquiets, ils demandent à leur fille où elle se trouve.
Daniela leur répond qu'à la dernière minute, son amie lui a annoncé que leur plan avait changé et qu'elle devait désormais se rendre au Guatemala. C'est à ce moment-là que leur cauchemar commence. Le premier jour de son voyage, Daniela cesse de communiquer avec ses parents. Peu de temps après, elle leur envoie une autre vidéo. Elle semble heureuse. Mais cette apparente sérénité est de courte durée. 2 jours seulement après son arrivée dans le pays, une série d'événements inquiétants commence, menaçant la vie de toute sa famille. Un nouveau message de Daniela brise toutes les illusions. Elle révèle que le prétendu emploi n'était qu'une escroquerie et qu'elle est tombée entre les mains d'un réseau de traite des personnes. À ce moment-là, ses ravisseurs exigent 1 million de pesos colombiens, soit 251 $, en paiement des frais de vol. S'ils n'obtiennent pas l'argent, ils menacent de la tuer. Terrifiée, Daniela supplie ses parents de contacter la police. Mais ceux-ci lui expliquent qu'il est peu probable qu'ils puissent faire quoi que ce soit de réellement efficace depuis la Colombie pour la tirer de là. Martha et Elkin décident néanmoins d'emprunter la somme nécessaire auprès de leurs proches afin de libérer leur fille des griffes des criminels. Les messages de Daniela affluent sans relâche. Elle insiste sur le fait qu'elle ne pourra s'échapper que si ses parents envoient immédiatement l'argent. Pire encore, elle affirme que non seulement sa vie est en danger, mais que la leur l'est aussi. D'après elle, elle est détenue par des individus extrêmement dangereux, capables de s'en prendre à tous ceux qu'elle aime, où qu'ils se trouvent dans le monde. Désespérée par le manque d'argent, Daniela envoie à ses parents sa localisation. Elle leur dit que, si elle est tuée, ils devront prendre l'avion pour venir récupérer son corps. À un certain moment, Elkin parvient à réunir la somme nécessaire et l'envoie. Peu après, il reçoit un autre message de sa fille. Elle affirme avoir réussi à échapper à ses ravisseurs. Pourtant, Daniela ne fournit aucun détail sur la manière dont elle a quitté le Guatemala, un pays où le nombre de victimes de réseaux criminels impliqués dans la traite des personnes a augmenté de 30% ces dernières années. Selon le Bureau du médiateur des droits de l'homme du Guatemala, environ 600 cas d'enlèvement ont été signalés l'année dernière. Cependant, certaines estimations suggèrent que le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé, car toutes ne survivent pas ou ne parviennent pas à demander de l'aide à la police. Mais revenons à l'histoire de Daniela. Les heures qui suivent restent entourées de mystères. Soudainement, elle réapparaît comme par miracle à Playa del Carmen, une station balnéaire située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Pourtant, personne ne sait comment elle a réussi à parcourir une telle distance. Aucune réponse n'a été apportée aux questions essentielles. Quelqu'un l'a-t-il aidée? Était-elle recherchée? Comment a-t-elle obtenu l'argent pour traverser la frontière? Daniela n'a jamais répondu à ces questions et, jour après jour, son comportement devient de plus en plus énigmatique et fuyant. Au début du mois de septembre 2019, Daniela annonce à sa famille qu'elle a retrouvé un ami qu'elle avait connu en Israël. Elle explique que, grâce à cette personne, elle a pu s'installer dans un hôtel où elle prévoyait de rester jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi et économise suffisamment d'argent pour rentrer en Colombie. Pendant son séjour au Mexique, Daniela reste en contact quotidien avec ses parents, les rassurant constamment sur son état. Elle leur envoie même des vidéos dans lesquelles Martha et Elkin la trouvent relativement sereine. Daniela raconte notamment qu'elle a visité le musée Frida Kahlo, l'une de ses artistes préférées. Mais ce calme est de courte durée. Soudainement, la jeune fille cesse tout contact, et ses parents ressentent à nouveau ce pressentiment oppressant. Quelque chose est arrivé à Daniela. Leur crainte se confirme le 13 septembre 2019, lorsque Martha reçoit un appel en provenance du Mexique. À l'autre bout du fil, une voix masculine se présente comme un ami proche de Daniela. Il affirme que la jeune fille a quitté sa chambre d'hôtel il y a 3 jours et n'y est jamais revenue. Il est établi que Daniela n'avait pas l'intention de partir en voyage. De plus, elle a laissé tous ses documents à l'hôtel. Ces éléments laissent craindre qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Désespérés, les parents de Daniela sollicitent l'aide des autorités colombiennes. Depuis, ils ont perdu toute tranquillité, et presque toutes les portes auxquelles ils ont frappé pour obtenir de l'aide sont restées closes. Ils contactent d'abord le ministère public de Medellín et le bureau du médiateur, mais on leur répond simplement que l'affaire ne relève pas de leurs compétences. Martha commence alors à chercher désespérément sa fille sur les réseaux sociaux. Elle est si persistante que ses messages concernant la disparition de Daniela deviennent viraux. Finalement, la recherche aboutit. Un soir, un message glaçant apparaît sur le profil de Martha. Elle reçoit une photo du bras de Daniela, sur lequel est tatoué le mot « innommable ». L'expéditeur du message demande à Martha si elle peut confirmer qu'il s'agit bien du bras de sa fille.
Martha répond par l'affirmative. À partir de ce moment, elle sombre dans l'hystérie. En scrutant la photo de plus près, elle reconnaît la carnation de Daniela et comprend instantanément que sa fille est morte. Le rapport de police indique que le corps de la jeune fille a été retrouvé sur l'un des boulevards les moins fréquentés de Playa del Carmen. La macabre découverte a été signalée par des passants. Au début, les policiers municipaux ont cru qu'il s'agissait d'un homme déguisé en femme. Mais l'autopsie a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une jeune fille. Compte tenu des éléments retrouvés sur les lieux du crime présumé, la police conclut que la jeune fille a été tuée ailleurs et que son corps, enveloppé dans un drap, a été abandonné sur le boulevard. Lors du transfert du corps de Daniela au service de médecine légale, il est constaté que sa mort a été causée par une blessure par balle. Peu après le début de l'enquête, les autorités mexicaines annoncent l'arrestation d'un suspect. Il s'agit d'un homme connu sous le surnom de El Pantera, présenté comme le chef d'un groupe criminel et également comme l'assassin présumé de Daniela. L'arrestation est effectuée par les autorités de Cancún. Par la suite, le procureur du secrétariat de la sécurité publique de l'État de Quintana Roo l'inculpe de crimes contre la vie humaine. En rapportant les activités illégales d'El Pantera, les autorités indiquent qu'il était le chef d'une cellule criminelle locale affiliée à un groupe appelé Los Pelones. La police commence à s'intéresser à lui pour la première fois en janvier 2019, lorsqu'il a ouvert le feu sans discernement sur un groupe de personnes dans un quartier de la ville. La principale raison de son arrestation réside dans les messages de menaces et d'extorsion qu'il avait envoyés à Daniela. Au moment de son interpellation, El Pantera est en possession de plusieurs armes à feu ainsi que de sacs contenant des substances illicites. Le groupe Los Pelones, déjà mentionné, a débuté ses activités criminelles à Cancún et dans d'autres stations balnéaires bordant la mer des Caraïbes au début de l'année 2017. C'est à cette période que ses membres ont pris le contrôle du trafic de drogue et d'autres activités illégales, dont la traite des personnes. Il convient de souligner que la traite des personnes au Mexique revêt des formes multiples et insidieuses. Selon un rapport publié en juin 2019 par une agence de presse influente, ces réseaux criminels emploient diverses stratégies pour recruter leurs futures victimes. Dans le cas des jeunes filles, comme Daniela, elles se voient promettre des emplois bien rémunérés à l'étranger. Mais en réalité, elles sont forcées de fournir des services sexuels. Quant aux femmes plus âgées, elles reçoivent des offres d'emploi domestique, mais les contrats se transforment rapidement en situation d'esclavage. Il est également avéré que de jeunes hommes sont attirés par la perspective d'un avenir meilleur. Cependant, ils sont souvent contraints de travailler comme vendeurs de drogue ou d'autres substances illicites. Selon la même publication, le nombre record d'agressions physiques de toutes sortes, associées à une hausse des meurtres, est attribué à l'influence des groupes criminels. Depuis 2000, environ 70% des condamnations prononcées dans l'État de Mexico, l'un des plus peuplés du pays, concernent le trafic de personnes. Cependant, en raison du niveau élevé de dangerosité, la majorité de ces affaires a été transférée aux procureurs fédéraux. Par ailleurs, selon les statistiques fournies par le secrétariat de la sécurité publique, plus de 3000 femmes ont été victimes de traite entre 2015 et 2019. En outre, un rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes révèle qu'en 2019, au moins 9 femmes ont été assassinées chaque jour au Mexique. Le cas de Daniela a suscité une profonde inquiétude dans la société colombienne et a bouleversé l'opinion publique. Beaucoup ont vu en elle le reflet d'une génération de jeunes rêvant d'un avenir meilleur loin de leur pays d'origine. Comme Daniela, de nombreux Colombiens ont tragiquement perdu la vie sur le sol mexicain. Le cas de Wendy Patricia Bernal est sans doute le plus similaire. Selon le journal El Tiempo, en décembre 2018, Wendy s'est rendue au Mexique dans l'espoir de trouver un emploi et d'améliorer sa qualité de vie. Mais en mars 2019, son corps sans vie, criblé de balles, a été retrouvé à Playa del Carmen. Un autre crime atroce s'est produit en décembre 2017, lorsque le corps décapité de Joan Sebastián Espinosa Urrego a été découvert dans une rue de Cancún. Cette découverte a eu lieu peu de temps après que Joan, sa petite amie et 2 autres jeunes hommes ont été arrêtés par la police. Comme mentionné précédemment, Joan a été tué et les 3 autres ont disparu sans laisser de traces. Selon une enquête indépendante menée par le média numérique mexicain Proceso, un groupe influent composé d'anciens et d'actuels agents des forces de l'ordre serait à l'origine de ces crimes. Un autre drame a secoué la Colombie en 2015, lorsque les corps de 5 jeunes filles portant des marques évidentes de torture ont été retrouvés près d'une ferme mexicaine.
Pour revenir aux événements entourant le cas de Daniela, il convient de préciser que ses parents ont non seulement dû endurer la douleur de la perte de leur fille, mais aussi affronter le pénible processus de rapatriement de sa dépouille. Les autorités mexicaines ont insisté sur le fait que les restes de la jeune fille ne se prêtaient pas à un transport prolongé, car ils étaient en état de décomposition avancée. Parallèlement, les proches de Daniela n'ont pas été autorisés à procéder à l'incinération, les restes pouvant encore être utilisés dans le cadre de l'enquête. Ce n'est qu'à la fin de l'automne 2019 qu'Elkin a pu se rendre au Mexique pour rapatrier les restes de sa fille. Mais ce voyage n'a pas été sans danger. Lui et sa femme ont reçu des messages menaçants de la part de membres d'un cartel mexicain, exigeant le paiement d'une prétendue dette contractée par Daniela. Après une série de démarches administratives éprouvantes, Elkin est finalement parvenu à rapatrier la dépouille de sa fille. À ce jour, la seule personne arrêtée reste El Pantera. Pourtant, les enquêteurs n'ont pas réussi à établir son implication directe dans le meurtre, laissant craindre que justice ne soit jamais rendue. En attendant, les proches de Daniela continuent de vivre avec le poids de son absence. L'histoire racontée dans la vidéo d'aujourd'hui s'est déroulée dans une ville appelée Daegu, située dans le sud-est de la République de Corée. Cette ville est nichée dans une vallée, entourée de chaînes de montagnes de faible altitude. Dans le district occidental de Daegu, nommé Dalseo, se dresse une petite montagne appelée Hwaryong, qui culmine à environ 300 mètres d'altitude. C'est là qu'a eu lieu l'un des événements les plus marquants de l'histoire du pays. Pour bien comprendre les événements, il convient de remonter au tout début, c'est-à-dire au mardi 26 mars 1991. Bien que ce jour n'ait pas été officiellement férié, il a pris des allures de fête, car les premières élections parlementaires locales se tenaient dans toute la République de Corée après la chute de la dictature militaire. Pour tous les enfants et adolescents, une journée passée loin des bancs de l'école représentait une expérience joyeuse et inoubliable. À 8h20 du matin, 6 garçons se retrouvent dans la cour pour jouer. Il s'agit de Kim Jong-sik, âgé de 9 ans, Park Chang-in, 10 ans, Kim Young-gyu, 11 ans, Cho Ho-young, 12 ans, Woo Chul-won, 13 ans, et Kim Dae-ryong, 9 ans. Ils fréquentaient tous différentes classes de l'école élémentaire Seonseo, à Daegu, près de la montagne que j'ai déjà évoquée, et leurs maisons étaient situées dans des villages voisins. Peu après leur rencontre, les garçons commencèrent à jouer près de la maison de Cho Ho-young. Cependant, à un certain moment, un jeune homme qui habitait l'une des maisons voisines s'approcha d'eux. Il était sorti pour les réprimander et leur ordonner d'aller jouer ailleurs. Finalement, les garçons se rassemblèrent et se mirent à discuter de ce qu'ils allaient faire. Après un moment, l'un d'eux proposa de se rendre au mont Hwaryong afin d'y chercher des œufs de salamandre tacheté. Pour mémoire, la salamandre tachetée est un amphibien qui vit dans les petites forêts et les collines d'Europe occidentale, méridionale et centrale, ainsi que dans le nord du Moyen-Orient. Elle pond généralement entre 10 et 60 œufs à la fois. Après s'être mis d'accord sur leur destination, Kim Dae-ryong rentra chez lui pour prendre son petit déjeuner et informer ses parents de ses projets. Cependant, ses parents estimèrent que la montagne n'était pas un lieu approprié pour jouer et lui demandèrent de rester à la maison. Pendant ce temps, les 5 autres garçons préparèrent tout ce dont ils avaient besoin, puis se retrouvèrent pour partir à la montagne. La matinée s'écoula rapidement et il fut bientôt midi. Ne voyant pas revenir les garçons, leurs parents pensèrent qu'ils étaient simplement absorbés par leur jeu et ne s'inquiétèrent pas davantage. Ce ne fut qu'à 19h30 que la mère de Kim Young-gyu, occupée aux tâches ménagères depuis le matin, commença à s'inquiéter sérieusement pour son fils. Elle scruta l'extérieur par la fenêtre, espérant l'apercevoir, mais un silence inquiétant régnait, et il n'y avait aucune trace de lui. Il faisait déjà nuit, et bien que l'endroit où les garçons s'étaient rendus ne fût pas très éloigné et qu'ils le connaissèrent bien, il paraissait étrange qu'aucun d'entre eux ne soit encore rentré à la maison. Plus la mère de Kim Young-gyu y pensait, plus son inquiétude grandissait. Elle décida finalement de quitter la maison pour se rendre chez les amis de son fils et vérifier s'il s'y trouvait. En chemin, elle aperçut plusieurs personnes debout au milieu de la route, en pleine discussion. En s'approchant, elle reconnut les familles des autres garçons qui, comme son fils, étaient partis se promener dans la montagne. Après quelques instants, ils allumèrent des torches et se mirent à rechercher les enfants. Après plusieurs heures passées à arpenter la montagne, les parents redescendirent et signalèrent la disparition au poste de police.
Toutefois, les policiers expliquèrent qu'ils ne pouvaient pas commencer les recherches immédiatement. Comme je l'ai mentionné précédemment, des élections se déroulèrent ce jour-là dans tout le pays, et la grande majorité des policiers étaient mobilisés dans les bureaux de vote. De plus, il s'était écoulé moins de 24 heures depuis la disparition des garçons, et l'officier de service tenta de rassurer les parents en leur affirmant que les enfants allaient probablement rentrer chez eux d'un moment à l'autre. Insatisfaits de l'inaction de la police, les parents décidèrent de retourner dans la montagne afin de poursuivre les recherches. Cette fois, ils furent rejoints par d'autres habitants du village. Vers 3 heures du matin, tous les participants, exténués, furent contraints de rentrer chez eux. Le lendemain, plus de 300 personnes, parmi lesquelles figuraient des policiers et des militaires, furent mobilisées pour poursuivre les recherches. Aux alentours de midi, des hélicoptères ainsi que divers équipements furent déployés afin de soutenir les opérations. Cependant, aucune trace des garçons ne fut retrouvée. La police avait déjà entamé une enquête dans le quartier en interrogeant les habitants des maisons situées à proximité de la montagne. Grâce à ces efforts, plusieurs témoignages purent être recueillis. Par exemple, le frère aîné de Cho Ho-young, l'un des garçons disparus, déclara qu'il faisait du vélo ce jour-là vers 9 heures et qu'il passa au pied de la montagne. Selon lui, il aperçut son jeune frère accompagné de 4 autres garçons en train de monter. Lorsqu'il leur demanda où ils allaient, son frère lui répondit avec enthousiasme qu'il partait chercher des œufs de salamandre de feu. Une autre témoin, une femme, déclara à la police qu'elle avait vu les 5 garçons marcher joyeusement en direction de la montagne vers 9h30 du matin, après être allés voter. Selon elle, ils discutaient de la possibilité de rentrer chez eux pour déjeuner. Un autre témoin, un lycéen nommé Yoon Seong-hoon, fut également entendu par la police. Il expliqua qu'il fréquentait la même école que les garçons disparus. Cependant, Hyun affirma ne pas les avoir vus ce jour-là. Le jeune homme précisa que, ce matin-là, lui et quelques camarades de classe s'étaient également rendus dans la montagne pour chercher des œufs. D'après lui, dès qu'ils atteignirent le cimetière situé au sommet de la montagne, ils entendirent un cri d'enfant. Environ 10 secondes plus tard, ils perçurent un second cri, si terrifiant que ni Yoon ni ses amis n'osèrent aller vérifier d'où il provenait. Les parents supposèrent que ces cris pouvaient indiquer que leurs enfants avaient été victimes d'une agression. Cependant, la police rejeta immédiatement cette hypothèse, car un autre témoin affirma avoir aperçu 5 garçons au pied de la montagne vers midi. Les autorités avancèrent alors que ces cris pouvaient provenir d'oiseaux ou d'autres animaux sauvages vivant dans la région. Par ailleurs, plusieurs autres témoins apportèrent des informations supplémentaires. En particulier, un villageois âgé de 42 ans déclara avoir vu des garçons jouer près d'un étang situé à proximité du village aux alentours de 16h30. Quelle que fût la réalité, il convient de souligner que toutes les déclarations des témoins reposaient sur leurs souvenirs personnels et pouvaient donc être sujettes à des imprécisions. De plus, ces incohérences risquaient d'avoir une incidence considérable sur l'ensemble de l'enquête. Initialement, la police supposa que tous les garçons étaient en conflit avec leurs parents, qu'ils s'étaient enfuis de chez eux et qu'ils étaient incapables de retrouver leur chemin. Cependant, les parents rejetèrent catégoriquement cette version, affirmant que leur famille avait toujours été harmonieuse et compréhensive. Les garçons n'avaient donc aucune raison de quitter leur foyer. Par ailleurs, il était établi que le plus âgé des 5 garçons, Woo Chul-won, était âgé de 13 ans, tandis que le plus jeune, Kim Jong-sik, n'en avait que 9. Il paraissait donc peu probable qu'un groupe d'enfants d'âge aussi différent ait pu s'enfuir ensemble. En conséquence, la police commença à envisager la thèse d'un crime, qui aurait pu être l'œuvre d'une personne connue des parents des garçons. Toutefois, après un examen approfondi de cette hypothèse, elle conclut que les familles des enfants étaient honnêtes, jouissaient d'une bonne réputation et entretenaient des relations normales avec leurs voisins. Autrement dit, aucune d'entre elles n'avait de différend avec les habitants du quartier, et encore moins de raison de commettre un acte aussi cruel envers des enfants. Compte tenu de ces éléments, la police s'orienta vers la piste de l'enlèvement. Le 29 mars, soit 3 jours seulement après la disparition des garçons, le père et l'oncle de Kim Jong-sik reçurent un appel téléphonique provenant d'un inconnu. Celui-ci affirmait avoir kidnappé les garçons et réclamait une rançon de 4 millions de won sud-coréens, soit environ 2850 $ au taux de change actuel. Kim Joo-hwan, le père de Kim Jong-sik,
rassembla l'argent assez rapidement et se rendit à l'endroit convenu, mais personne ne s'y présenta. L'appelant ne donna plus jamais signe de vie. Pendant ce temps, un jeune homme qui habitait l'une des maisons voisines et qui, peu avant, était sorti pour réprimander les enfants et leur demander d'aller jouer ailleurs, disparut également. La police fit alors l'objet de vives critiques de la part du public pour n'avoir pas agi à temps et pour avoir manqué ce que l'on appelle le créneau en or dans la recherche des enfants. Dans un premier temps, la nouvelle de l'incident ne se répandit qu'à Daegu et dans les régions avoisinantes. Cependant, la disparition des garçons fut ensuite relayée par tous les grands médias, attirant ainsi l'attention de l'ensemble de la population. Les premiers rapports indiquaient qu'ils étaient partis dans la montagne pour attraper des grenouilles, ce qui leur valut le surnom de « garçons grenouilles ». Le 1er avril, soit 6 jours après l'incident, les parents firent imprimer plus de 50 000 brochures d'information, distribuées dans les gares, aux arrêts de bus et dans d'autres lieux très fréquentés de Daegu. Ils offrirent également une récompense de 20 millions de won sud-coréens, soit environ 1 400 $ au taux de change actuel, pour toute information permettant de les retrouver. Au fil du temps, l'enquête prit une tournure de plus en plus sérieuse et finit par attirer l'attention du président sud-coréen de l'époque, Roh Tae-woo. Profondément préoccupé par cet événement, il ordonna personnellement à la police d'employer tous les moyens à sa disposition pour retrouver les enfants et élucider les causes de leur disparition. À la suite de cet ordre, la police et l'armée procédèrent à de nouvelles fouilles de la montagne et de ses environs. Chaque centimètre carré du terrain fut minutieusement inspecté. Il convient de préciser qu'à proximité de la montagne se trouvait un réservoir dans lequel un enfant s'était noyé par le passé. Beaucoup pensèrent alors que les garçons avaient pu se rendre près du réservoir après avoir joué sur la montagne et s'y être noyés. Pour vérifier cette hypothèse, les sauveteurs firent pomper toute l'eau du réservoir, mais ils ne découvrirent rien. Face à l'intérêt croissant du public, les numéros de téléphone de tous les membres des familles des garçons disparus furent rendus publics. Dans le même temps, la police plaça des dispositifs d'écoute sur ces lignes, comptant sur d'éventuels appels de personnes détenant des informations. En effet, les parents des garçons reçurent de nombreux appels, dont certains laissaient entendre des voix d'enfants. Toutefois, après avoir mené une nouvelle enquête, la police conclut que la plupart de ces appels n'étaient rien d'autre que de mauvaises plaisanteries. Elle n'exclut cependant pas la possibilité que l'un des appelants fût le véritable coupable. Plus tard, en août 1992, la police reçut un appel d'un inconnu affirmant que les garçons grenouilles étaient enterrés dans le sous-sol d'une maison. Mais lorsqu'on lui demanda des précisions, il raccrocha immédiatement. L'immeuble mentionné était le seul bâtiment de grande hauteur doté d'un sous-sol à proximité des maisons des familles et des enfants disparus. La police procéda alors à une fouille minutieuse des lieux, mais ne découvrit rien. Elle conclut finalement qu'il s'agissait, une fois de plus, d'une fausse alerte. Au fil de l'enquête et des recherches approfondies, les tensions entre la police et les habitants ne cessèrent de croître. Les opérations restaient infructueuses, et les parents des garçons, tout comme de nombreux autres citoyens, étaient anéantis par l'absence totale de pistes. Néanmoins, malgré les perturbations incessantes causées par de fausses informations, la police ne perdit jamais espoir et envisagea la possibilité que les garçons soient encore en vie. Les parents des enfants, qui poursuivaient eux aussi les recherches, durent abandonner leur emploi. En mettant en commun leurs ressources, ils achetèrent un petit camion et parcoururent le pays pour distribuer des prospectus informant la population de la disparition des garçons. Des entreprises locales se portèrent volontaires pour les soutenir dans cette tâche difficile et imprimèrent les noms des enfants sur des cartes téléphoniques, des paquets de cigarettes et des emballages alimentaires. L'une d'entre elles alla même jusqu'à faire imprimer les photos des garçons sur une grande montgolfière. En novembre 1992, la police avait reçu plus de 1000 appels concernant les enfants, mais la plupart d'entre eux s'avérèrent infondés. À cette époque, un film intitulé « Come Back Frog Boys », inspiré de leur disparition, sortit sur les écrans. Après sa sortie, l'affaire suscita de nouveau une vive émotion et devint le principal sujet de discussion à travers tout le pays. En raison du manque de nouvelles informations et de l'enlisement de l'enquête, diverses rumeurs commencèrent à circuler au sein de la population sur ce qui aurait réellement pu se passer. Certains pensaient que les garçons avaient été enlevés par des espions nord-coréens, d'autres soupçonnaient qu'ils souffraient de la maladie de Hansen. Bien que ces hypothèses fussent hautement improbables, la police les examina toutes avec soin. Avec le temps, l'affaire s'effaça peu à peu de la mémoire collective. En janvier 1996, Kim Ka-won,
professeur et expert en psychologie criminelle à l'Institut coréen des sciences et technologies avancées, fit une déclaration choquante. Selon lui, les garçons grenouilles auraient été assassinés par Kim Chil-kyu, le père de Kim Jong-sik, et enterrés sur le terrain de sa maison. Indigné par ces accusations, Kim Chil-kyu affirma avec force qu'il n'aurait jamais pu commettre un acte aussi odieux envers son propre fils et ses amis. Néanmoins, l'Institut coréen des sciences et technologies avancées, où exerçait le professeur Kim à l'époque, accorda du crédit à ses propos. En raison de la réputation de l'établissement, la police décida de fouiller la maison de Kim Chil-kyu afin de vérifier s'il avait un lien avec la disparition des garçons. Voici la déclaration de Kim Chil-kyu face à cette décision. Perdre un enfant est une douleur indescriptible et depuis lors, je lutte sans relâche pour survivre. Et aujourd'hui, on m'accuse d'avoir tué mon propre fils et d'avoir enterré son corps dans ma propre maison. C'est absurde. Après avoir vérifié la version des faits avancés par le professeur, la police procéda à l'excavation et à la démolition partielle de la maison du père de Kim Jong-sik. À ce moment-là, de nombreux habitants et journalistes s'étaient déjà rassemblés à l'extérieur, impatients de découvrir si Kim Chil-kyu était impliqué dans la disparition des garçons. Les policiers fouillèrent minutieusement chaque recoin de la maison, de la salle de bain au patio, en passant par les placards. Environ 2 heures après le début de la démolition, il ne restait plus que des décombres. À la surprise générale, la police ne découvrit aucune preuve tangible. Peu après cet épisode, le professeur Kim fut vivement critiqué par l'opinion publique. En conséquence, la direction de l'Institut le révoqua de ses fonctions de professeur et engagea des poursuites judiciaires contre lui pour diffamation. Malgré cela, il persista à défendre sa thèse et alla jusqu'à publier un ouvrage sur le sujet. Quant au père de Kim Jong-sik, bien qu'il eût été innocenté, il demeura profondément marqué par cette épreuve. Pour surmonter son traumatisme, il sombra dans l'alcoolisme et finit par succomber à un cancer du foie en octobre 2001. Selon ses proches, il était auparavant en parfaite santé et passionné de sport. Cependant, le chagrin lié à la perte de son fils et les années d'alcoolisme eurent un effet dévastateur sur sa santé. En septembre 2002, soit 11 ans et demi après la disparition des garçons, une première avancée fut réalisée dans l'enquête. Le 26 septembre, la police de Daegu reçut un signalement d'un sexagénaire de la région. Celui-ci déclara qu'il se rendait régulièrement en randonnée dans la montagne pour y ramasser des châtaignes, utilisant un bâton pour retourner la terre. À mi-parcours, il découvrit ce qui semblait être des vêtements partiellement enfouis dans le sol. Poussé par la curiosité, il creusa davantage et fut stupéfait de mettre au jour un crâne humain. La veille, la police avait déjà reçu un signalement similaire d'un autre homme affirmant avoir trouvé des restes humains dans la montagne. Comme la zone avait été ratissée à plusieurs reprises et que la police avait été confrontée à plusieurs fausses alertes, cet appel avait été dans un premier temps considéré comme une mauvaise plaisanterie. Cependant, après avoir reçu le second signalement, les autorités se rendirent immédiatement sur place. En inspectant une fosse peu profonde, les policiers mirent au jour 4 amoncellements de restes squelettiques recouverts d'une pierre assez grande et lourde. Une 5e série de restes fut ensuite découverte à environ 150 mètres de là. Ils correspondaient aux 5 garçons disparus. 3 des crânes présentaient des perforations plus ou moins importantes. Les vêtements, également extraits du sol, avaient été ôtés des corps et noués d'une manière particulièrement inhabituelle. Malgré l'état de décomposition avancé des dépouilles, les familles parvinrent à reconnaître les vêtements que leurs enfants portaient le jour de leur disparition. Peu après, la police présenta une nouvelle version des faits, selon laquelle les garçons seraient restés sur la montagne jusque tard dans la soirée. On supposa qu'ils s'étaient égarés et qu'ils n'avaient pas réussi à regagner leur domicile. Cette hypothèse fut toutefois rejetée par les familles des enfants, qui affirmèrent qu'ils avaient l'habitude de se promener sur la montagne et qu'ils en connaissaient parfaitement les environs. De plus, la montagne n'était pas très haute et même de nuit, les lumières des maisons situées au pied étaient clairement visibles depuis son sommet, ce qui rendait l'idée d'une perte d'orientation peu crédible. Il convient également de noter qu'à proximité du lieu où les restes des garçons furent découverts, plus de 10 douilles provenant de différents types d'armes à feu furent retrouvées. Il est difficile d'affirmer si ces éléments avaient un lien avec l'affaire, étant donné qu'un champ de tir militaire, appartenant à la 50e brigade d'infanterie de la 2e division de l'armée sud-coréenne, se trouvait à proximité de la montagne. Néanmoins, la police soupçonna un temps que les garçons avaient pu être victimes d'accidents causés par des balles perdues. Cette piste fut toutefois rapidement abandonnée,
car il semblait hautement improbable que 5 enfants aient été atteints simultanément par des tirs accidentels. D'ailleurs, aucun témoin n'a rapporté avoir entendu des coups de feu ce jour-là. Au fur et à mesure de l'analyse des restes, il apparut que les marques relevées sur les crânes des victimes ne correspondèrent pas aux lésions habituellement causées par des projectiles d'armes à feu. On supposa également que les garçons avaient eux-mêmes empilé les douilles en jouant sur la montagne. Par la suite, l'action précipitée de la police et les fouilles, largement relayées par les médias, suscitèrent de nouvelles critiques de la part du public qui accusa les autorités d'avoir tiré des conclusions hâtives et fait preuve d'un manque de professionnalisme. Ces critiques n'étaient guère surprenantes. Après avoir examiné un seul ensemble de restes squelettiques, la police conclut que l'hypothermie était la cause du décès de tous les garçons. Plus tard, une équipe d'experts médico-légaux de l'Université nationale procéda à un examen plus approfondi et constata que les os de Park Chan-in et de Cho Ho-young ne présentaient aucun dommage. Il ne fut donc pas possible de déterminer la cause exacte de leur décès. Les 3 autres garçons, à savoir Kim Jong-sik, Kim Young-gyu et Woo Cheol-won, présentaient quant à eux de multiples blessures crâniennes, notamment de petites fractures et des perforations. Kim Jong-sik souffrait également d'une fracture au bras gauche. Woo Cheol-won, le plus âgé des 5, était celui qui avait subi le plus de sévices. Ses restes présentaient environ 25 lésions. Malheureusement, les experts ne purent établir l'heure précise du décès des garçons, bien qu'il soit probable qu'il ait eu lieu le jour de leur disparition. Le point essentiel est que les experts médico-légaux conclurent que tous les garçons avaient été assassinés. Après de nombreux tests et comparaisons de données, les enquêteurs parvinrent à identifier l'outil à l'origine de la majorité des blessures. Il s'agissait d'un instrument de construction doté d'une extrémité pointue et d'une extrémité plate, couramment utilisé pour racler les scories de soudure. Bien que cet outil fût peu répandu à l'époque, il faisait partie des équipements indispensables à tout soudeur. Malgré cette découverte, il s'avéra difficile d'identifier l'auteur du crime sur la seule base de cet indice. Sur la base de tous les éléments recueillis, la police parvint à reconstituer le déroulement approximatif des événements de cette journée. Il semblerait que les garçons soient montés dans la montagne, où ils auraient partagé un pique-nique avant de partir à la recherche d'eux. À un moment donné, ils auraient été attaqués par un inconnu. Woo Cheol-won, âgé de 13 ans et doyen du groupe, aurait tenté de résister et aurait subi les blessures les plus graves. Kim Jong-sik tenta de s'enfuir, mais fut rattrapé par son agresseur qui le frappa violemment par derrière. Lorsque Kim leva instinctivement le bras gauche pour se protéger, l'agresseur lui asséna un second coup, cette fois fatal. Kim Young-gyu tenta lui aussi de fuir, mais alors qu'il se débattait, son agresseur le saisit par la manche et lui asséna plusieurs coups à la tête d'un seul mouvement. Peu après la mort des 3 premiers garçons, l'agresseur s'en prit à Park Chan-in et Cho Ho-young, les empêchant ainsi de s'échapper. Il leur ôta leurs vêtements et en fabriqua une longue corde avec laquelle il les étrangla. Ce serait la raison pour laquelle leurs os ne présentaient aucun signe visible de traumatisme. Après avoir tué les 5 garçons, l'agresseur enterra leur corps dans une fosse peu profonde et plaça une grosse pierre par-dessus. Il s'agissait peut-être d'une manière de marquer l'endroit où ils avaient été ensevelis. Par ailleurs, la police n'exclut pas la possibilité que l'agresseur soit revenu sur les lieux du crime ou qu'il ait résidé à proximité de la montagne. D'une manière générale, les actes de l'agresseur semblaient mêler préméditation et impulsivité. Le choix de l'arme du crime constituait un indice de préméditation, tandis que la brutalité soudaine de l'attaque suggérait que les garçons avaient probablement été des victimes accidentelles. Il est également établi que les enfants n'avaient pas prévu de se rendre à la montagne ce jour-là. En outre, le meurtre simultané de 5 personnes, malgré leur jeune âge, représentait un acte extrêmement complexe et risqué, ce qui renforçait l'idée que l'auteur n'avait pas choisi ses victimes à l'avance. Quoi qu'il en soit, l'analyse de l'affaire par les experts a suscité un vaste débat public. De nombreuses personnes se sont interrogées sur l'absence, sur les lieux du crime, de cheveux et de dents des victimes, éléments biologiques connus pour leur lente décomposition. Cela a conduit à de nouvelles hypothèses selon lesquelles l'endroit où les restes ont été découverts ne serait peut-être pas la scène du crime d'origine. Par ailleurs, les nœuds ayant servi à attacher les vêtements des enfants étaient inhabituels et ne correspondaient pas aux pratiques courantes. Certains se sont également demandé pourquoi la police, malgré des recherches minutieuses menées plusieurs années auparavant, n'avait pas réussi à localiser les dépouilles. Selon certaines théories, les corps auraient été initialement enterrés beaucoup plus profondément et n'auraient été mis au jour qu'après des années d'érosion,
de pluies abondantes et de glissements de terrain. D'autres estiment, au contraire, que les dépouilles auraient pu être déplacées vers le sommet de la montagne bien après l'achèvement des opérations de recherche par la police et l'armée. Dans l'ensemble, cette théorie semble cohérente, car la montagne était à l'époque largement désertée. En ce qui concerne l'identité du tueur potentiel, une hypothèse a été formulée selon laquelle les garçons auraient pu être les victimes d'une personne souffrant de graves troubles mentaux. Toutefois, certains citoyens ont également souligné que le moment du crime coïncidait avec la période électorale, ce qui pourrait indiquer un contexte politique. Les garçons auraient été la cible d'individus cherchant à semer le chaos au sein de la société sud-coréenne. Il convient également de mentionner qu'une petite grotte artificielle, dotée d'une entrée secrète étroite mais suffisamment large pour permettre à une personne d'y pénétrer, a été découverte ultérieurement à proximité du lieu présumé du crime. Divers objets ainsi que des denrées alimentaires ont été retrouvés à l'intérieur de la grotte, laissant penser que quelqu'un y avait élu domicile. Selon les informations figurant sur certains emballages, les produits alimentaires dataient de l'année 2000. Cela pourrait indiquer que l'occupation de la grotte a commencé bien après les meurtres. En mars 2006, le délai de prescription légale de 15 ans applicable aux affaires criminelles est arrivé à son terme. Même si l'auteur du crime venait à être identifié, il ne pourrait donc plus être poursuivi en justice. À la même époque, une nouvelle rumeur a commencé à circuler, selon laquelle les assassins pourraient être des membres d'une famille vivant au pied de la montagne. Cette famille aurait eu un enfant atteint d'un handicap mental et aurait élevé un grand chien de chasse. Ce dernier était habituellement tenu en laisse, mais, le jour de l'incident, la famille l'aurait laissé sortir pour aller réparer sa niche. Le fils n'aurait pas réussi à maîtriser correctement le chien, qui, à un moment donné, aurait attaqué les garçons. Craignant d'être puni, la famille aurait alors décidé de tuer les enfants, puis aurait déménagé et gardé le secret pendant de nombreuses années. Selon cette même rumeur, le remords aurait poussé l'un de ses membres à tout révéler à une de leurs nouvelles connaissances. Cette histoire s'est largement répandue dans les médias et de nombreuses personnes y ont cru. Toutefois, il ne s'agit que d'une rumeur qui n'a jamais été étayée par des preuves fournies par la police. En février 2011, un nouveau film intitulé The Children, inspiré de l'affaire des Frog Boys, est sorti sur les écrans de télévision, remettant ainsi l'affaire sur le devant de la scène. En 2015, la police a annoncé la clôture de l'enquête, et le débat public s'est progressivement apaisé avec le temps. Toutefois, en 2021, un commentaire publié sur les réseaux sociaux a ravivé l'intérêt pour l'affaire. Bien que le raisonnement avancé fût quelque peu étrange et superficiel, l'auteur du commentaire affirmait que le coupable pourrait être un professeur d'école. Il semblerait que celui-ci ait bien connu la géographie des lieux. À l'époque, dans le contexte social sud-coréen, il était courant que les enseignants aient recours au châtiment corporel pour discipliner les élèves, ce qui leur permettait, d'une certaine manière, d'exercer un certain contrôle sur eux. Après avoir pris connaissance de ces arguments, certains journalistes ont décidé de mener leur propre enquête et ont finalement conclu que cette hypothèse était totalement infondée. Un an plus tard, une nouvelle théorie a émergé sur un autre réseau social, selon laquelle la véritable arme du crime aurait été un pied à coulisses et l'auteur, un lycéen d'un établissement voisin. Une enquête plus approfondie a révélé que des incidents s'étaient effectivement produits aux abords de la montagne, au cours desquels des lycéens avaient utilisé cet outil lors de bagarres. Il est également apparu que certains d'entre eux se réunissaient fréquemment sur la montagne pour boire et passer du temps ensemble. Sur cette base, un journal local a émis l'hypothèse selon laquelle les garçons auraient pu être attaqués par un groupe de lycéens plus âgés. Cependant, cette théorie a elle aussi suscité la controverse. De nombreuses critiques ont souligné que les blessures relevées sur les crânes des victimes ne correspondaient pas aux marques qu'aurait laissées un pied à coulisses. De plus, de telles blessures auraient nécessité l'utilisation d'un objet de plus de 30 cm de longueur. Certes, il est possible de se procurer des pieds à coulisses de cette taille dans le commerce. Toutefois, ces outils sont faciles à remarquer et difficiles à transporter discrètement. Par conséquent, la probabilité que cette hypothèse soit fondée a été jugée extrêmement faible. Aujourd'hui encore, la disparition des Frog Boys demeure un événement douloureux pour l'ensemble de la population sud-coréenne. Cette affaire a mis en évidence de graves défaillances au sein du système national de sécurité publique et a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de renforcer les mécanismes fondamentaux de protection de l'enfance. Par ailleurs,
De nombreux parents ont vécu dans la peur, redoutant en permanence que leurs propres enfants ne soient confrontés à des dangers similaires. La dernière sonnerie a retenti. La journée d'école est terminée. Les élèves rangent calmement leurs affaires, échangeant avec entrain sur ce qu'ils feront en rentrant chez eux. Les parents consultent leurs montres, certains d'entendre bientôt les pas de leurs enfants résonner devant la porte. Tout paraît normal. Une journée ordinaire, une routine familière, jusqu'à ce que l'impensable se produise. 10 février 2025. Kimane, une fillette de 7 ans, devait rentrer chez elle comme à l'accoutumée. Elle venait de terminer son cours collectif après l'école et s'apprêtait à sortir. Mais au lieu de se diriger vers les portes de l'établissement, elle a emprunté un couloir, suivant une personne en qui elle avait confiance. Dans un entrepôt exigu, à peine éclairé, le monde extérieur poursuivait son cours. Personne n'a vu ce qui s'est produit derrière la porte close. Personne n'a entendu l'instant où la vie de l'enfant lui a été arrachée. Lorsque sa famille s'est rendue compte qu'elle n'était pas rentrée à la maison, les recherches ont débuté, désespérées, fébriles, frénétiques. Elles se sont achevées dans l'horreur la plus absolue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tragédie récente survenue en Corée du Sud. L'affaire Kimane. La journée d'école touchait à sa fin. Un air frais circulait dans les couloirs. Une joyeuse effervescence régnait. Les enfants rangeaient leurs affaires, bavardaient avec leurs camarades, se précipitaient vers la sortie. À 16h30, Kimane, une fillette de 7 ans, sort de sa classe. Son petit sac à dos est bien ajusté sur ses épaules. Elle a passé la journée à dessiner et se réjouit de montrer sa dernière création à sa mère. Alors qu'elle s'approche de la sortie, une voix familière l'interpelle depuis le couloir. « J'ai un livre pour toi », lui dit l'un de ses professeurs en désignant la salle de stockage du matériel audiovisuel. Entre une seconde. À 16h40, sans la moindre hésitation, Kimane le suit à l'intérieur. Elle entre dans une pièce sombre, encombrée de vieux matériel et de fournitures scolaires abandonnées. La porte se referme derrière eux dans un déclic discret, mais sans équivoque. À l'extérieur, la vie scolaire suit son cours, comme si de rien n'était. Personne ne se doute qu'un drame est en train de se jouer derrière cette porte close. À 16h50, les parents de la fillette qui l'attendait déjà à la maison consultent l'application permettant de localiser sa position. Le signal indique toujours l'école. Il reste fixe. Il compose son numéro. Aucune réponse. Il réessaye. Silence. À 17h10, de plus en plus inquiète, la grand-mère de Kimane arrive à l'école. D'abord anxieuse, puis très vite gagnée par la panique, elle parcourt les couloirs en appelant sa petite fille par son prénom. À la recherche de la fillette, la grand-mère parcourt les couloirs de l'école. Non loin de l'entrepôt, elle aperçoit la même institutrice. La femme se tient immobile, dans une posture étrange, le visage crispé. « Où est Kimane ?» demande la grand-mère d'une voix sèche, tremblante d'angoisse. L'institutrice hésite, puis murmure à voix basse « Je ne sais pas. » D'un geste nerveux, elle referme aussitôt la porte derrière elle. À 17h30, les policiers arrivent sur place. Leurs pas résonnent dans les couloirs de l'établissement. Ils avancent rapidement, déterminés. La grand-mère de Kimane leur désigne la salle de stockage dont la porte est verrouillée, le regard rempli de désespoir. On frappe. On exige l'ouverture immédiate. Silence. Pas un bruit. L'un des agents recule puis assène un violent coup de pied. La porte cède. Un silence étrange et oppressant règne à l'intérieur. Kimane est allongé sur le sol glacé, inerte. Sa blouse blanche d'écolière, autrefois propre et impeccablement repassée, est désormais maculée de sang. Ses petites mains, si vives encore ce matin, sont repliées contre sa poitrine. Une flaque sombre s'étale lentement sous son corps. À quelques mètres de là, adossée au mur, l'institutrice est assise, tremblante. De fines entailles strient la peau de ses poignets et de son cou. À 17h50, les ambulanciers évacuent Kimane sur une civière. Le chef de l'équipe adresse un regard aux officiers, puis secoue lentement la tête. Il n'est plus possible de sauver la fillette. Devant l'entrée de l'école, les sirènes hurlent dans l'air du soir, mais elles ne couvrent pas les cris de la famille de Kimane. Ce matin-là, la petite fille était venue à l'école comme tous les autres jours, mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Sa vie a été brisée par une enseignante, une personne en qui elle avait confiance, quelqu'un qui était censé la protéger. Une femme chargée d'éduquer, de guider et de veiller sur les enfants a ôté la vie à l'une d'entre elles.
Il a ensuite été révélé que l'enseignante, âgée de 48 ans, souffrait d'une dépression sévère depuis 2018. En décembre 2024, elle s'était mise en congé en raison de la détérioration de son état psychologique. Ce congé devait durer 6 mois, mais après seulement 3 semaines, elle était de retour en classe. Personne n'a posé la moindre question. Dans les jours qui ont suivi, des détails de plus en plus troublants ont commencé à émerger. Les signaux d'alerte étaient bien présents. Clairs, récurrents, ignorés. Elle adoptait un comportement erratique, parfois agressif. Ses collègues avaient constaté des sautes d'humeur brutales, des accès de colère et une attitude profondément inquiétante. Un jour, elle a violemment tordu le bras d'un collègue qui lui avait simplement demandé comment elle se sentait. L'administration de l'école était informée. Le ministère de l'Éducation également. Mais rien n'a changé. 5 jours avant la tragédie, dans un accès de rage, elle a détruit du matériel scolaire. Le lendemain, elle a agressé une autre enseignante, lui a saisi le bras et a tenté de l'étrangler. L'établissement a suivi le protocole et a transmis un rapport au ministère de l'Éducation. L'incident a aussi été signalé à la police. Pourtant, aucune mesure concrète n'a été prise. Le matin même du 10 février, jour du meurtre, des représentants du ministère de l'Éducation se sont rendus à l'école. Ils ont échangé avec le directeur et son adjoint. Mais ils ne l'ont pas rencontré. Aucune mesure n'a été prise. Et quelques heures plus tard, un enfant l'a payé de sa vie. La police est intervenue rapidement. Elle a perquisitionné son domicile, sa voiture, sa salle de classe ainsi que son ordinateur. Tout cela dans l'espoir de comprendre les causes et les circonstances de l'acte. Son téléphone portable et son ordinateur ont été confiés à la police scientifique. Les enquêteurs ont consulté l'historique de navigation afin de déterminer si l'attaque avait été préméditée. Les résultats de l'autopsie ont confirmé le pire, de multiples blessures profondes. Pas la moindre trace de doute, ce n'était pas un accident. C'était un meurtre prémédité. Le 12 février 2025, le Service national de police scientifique a achevé l'autopsie de Kimane. Les conclusions ont confirmé les pires craintes de la famille. La cause officielle du décès est la suivante. La mort est due à de multiples plaies provoquées par des objets tranchants. Mais un détail s'est révélé encore plus bouleversant. Le bureau du médecin légiste a constaté des lésions sur les mains de Kimane. Dans ces instants terribles, elle s'est débattue. Elle a tenté de se défendre. Elle a essayé de fuir. Elle a lutté pour survivre. Elle a passé ses dernières secondes à se battre. Elle voulait vivre. Elle a tout tenté pour s'en sortir. Mais elle n'avait aucune chance. Le psychologue criminel Park Chang-an a analysé le comportement de l'enseignante et a mis en évidence un élément particulièrement troublant. Lorsque la grand-mère de Kimane s'est approchée d'elle, l'enseignante n'a pas paniqué. Elle n'a pas perdu le contrôle. Elle a menti. Elle a dit à la famille « Elle n'est pas là, je ne sais pas ». Puis elle a refermé la porte à clé. Ce n'est pas le comportement d'une personne submergée par un accès de folie. C'est celui de quelqu'un qui cherche à brouiller les pistes. De quelqu'un qui savait exactement ce qu'il avait fait et qui tentait de gagner du temps. Le 12 février 2025, au cours d'un entretien, Park a clarifié sa position. Il ne s'agit pas d'un acte commis sous l'emprise du désespoir. C'était un meurtre prémédité. Qu'est-ce qui a convaincu les enquêteurs et les experts de la préméditation ? Tout d'abord, elle avait déverrouillé à l'avance la réserve contenant le matériel audiovisuel, plusieurs heures avant les faits. Cette porte est normalement maintenue fermée à clé. Le fait qu'elle ait anticipé l'accès à cette pièce bien avant l'incident suggère une intention claire d'y attirer l'enfant. Ensuite, elle a volontairement attendu que le dernier enfant quitte la garderie. Les caméras de surveillance l'ont filmé debout dans le couloir, observant les allées et venues jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Kimane. Enfin, il y a l'arme du crime. Il ne s'agissait pas d'un objet saisi dans un moment d'impulsion. Elle avait acheté à l'avance un couteau bien précis, dans un magasin situé à seulement 2,2 km de l'école, et ce, durant ses heures de travail, quelques heures avant le meurtre. Le comportement et les paroles de l'enseignante après le meurtre confirment également que ces actes étaient prémédités. Lorsque la grand-mère de Kimane est arrivée, elle n'a pas tenté d'appeler à l'aide. Elle n'a pas essayé de faire passer les faits pour un accident. Elle a menti. Puis elle a refermé la porte. Une autre question glaçante se pose alors. Que se serait-il passé si la grand-mère était entrée avant l'arrivée de la police ? Monsieur Park est formel. Il était très probable que l'enseignante l'attaque également. Il a souligné qu'à cet instant précis, elle représentait un danger extrême.
Lorsqu'on lui a demandé si la dépression pouvait constituer un mobile, il a catégoriquement écarté cette hypothèse. Il a déclaré « Comme ces criminels qui tentent de justifier leurs actes par l'alcool, des problèmes familiaux ou la perte d'un emploi, elle a invoqué une maladie mentale. » Mais en réalité, ces gestes ont été dictés par une agressivité extrême et une forte propension à la violence. C'est cela qui a conduit à la tragédie. Quant à l'affirmation de l'enseignante selon laquelle elle aurait acheté le couteau dans le but de se faire du mal, M. Pack l'a catégoriquement rejeté. Il a déclaré que cet achat faisait partie intégrante d'un meurtre prémédité. Chaque élément de ce crime, la porte déverrouillée à l'avance, le choix ciblé de la victime, les tentatives de tromper la famille, pointent dans une seule direction. Il ne s'agissait pas d'un accès de rage incontrôlé. Il s'agissait d'un acte soigneusement préparé. De nouveaux éléments révélés au cours de l'enquête ont permis de comprendre comment une enseignante souffrant de troubles psychiatriques depuis longtemps avait pu être réintégrée à son poste sans avoir fait l'objet d'une évaluation sérieuse. Selon les documents disponibles, l'enseignante a été déclarée apte à reprendre un emploi régulier après son congé, en dépit de signes évidents indiquant qu'elle n'était pas en capacité de travailler auprès d'enfants. Le rapport médical transmis au moment de sa réintégration précisait « Les symptômes ont pratiquement disparu, l'exécution des tâches professionnelles est possible. » Ce document contredisait pourtant un rapport antérieur, lequel stipulait explicitement qu'un traitement d'une durée minimale de 6 mois était nécessaire en raison d'une dépression sévère. Le service de l'éducation de Dijon avait auparavant déclaré qu'elle avait fourni un certificat médical attestant de sa capacité à accomplir les actes de la vie quotidienne et qu'aucune prise en charge thérapeutique n'était requise. Or, des informations récemment divulguées révèlent que les documents ne se contentaient pas d'indiquer qu'elle pouvait mener une vie normale. Ils confirmaient également qu'elle avait été autorisée à reprendre l'enseignement, malgré des antécédents psychiatriques avérés. Un examen approfondi de son dossier médical a révélé qu'elle avait été suivie par un psychiatre pendant 5 ans, avec des épisodes de rechute et de dégradation progressive de son état. À la mi-2023, la situation s'est aggravée, nécessitant un traitement intensif. En janvier 2024, son état a présenté des fluctuations, mais en septembre, une nette détérioration a été observée. Pourtant, 3 mois plus tard, en décembre 2024, son médecin traitant a autorisé sa reprise d'activité. Les motifs invoqués étaient les suivants. Au début du mois de décembre, les symptômes résiduels s'étaient notablement atténués et l'exercice de ses fonctions habituelles était considéré comme possible. Seuls 3 documents étaient exigés pour permettre sa réintégration. Une demande manuscrite de reprise d'activité, une évaluation rédigée par le directeur de l'établissement et un certificat médical. 21 jours seulement après le dépôt de sa demande, elle a été autorisée à reprendre son poste. Et 6 semaines après son retour, elle a tué un enfant au sein même de l'établissement scolaire. L'une des révélations les plus alarmantes de cette affaire concerne le comité d'évaluation de la santé des enseignants, l'instance chargée de déterminer si un enseignant est apte à exercer ses fonctions. Malgré ses accès de violence et des troubles psychiatriques pourtant avérés, cette commission ne s'est jamais réunie pour examiner son dossier. De plus, il ressort que ce comité ne se serait réuni qu'une seule fois depuis 2015, ce qui révèle une grave défaillance dans le suivi de la santé mentale au sein du personnel éducatif. Le retour en poste de l'enseignante a suscité une vague d'indignation au sein de l'opinion publique. Beaucoup se sont demandé comment une personne présentant un comportement aussi instable et agressif avait pu être autorisée à enseigner dans une salle de classe. L'absence d'un dispositif d'évaluation clair, le silence entourant les incidents antérieurs et le manque d'intervention des autorités éducatives ont été l'objet de vives critiques. En réaction à cette affaire, le gouvernement sud-coréen a annoncé l'adoption d'un nouveau texte législatif baptisé « Loi Han », qui permettra aux établissements scolaires de suspendre les enseignants jugés psychologiquement inaptes à exercer leurs fonctions. Le 12 février 2025, le vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Lee Cho, a déclaré que le gouvernement prenait des mesures afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Il a précisé que la nouvelle loi garantirait le retrait immédiat des personnels éducatifs jugés inaptes à exercer leurs fonctions en toute sécurité auprès des enfants. En réponse à l'inquiétude croissante de la population, le ministre a également annoncé un renforcement des dispositifs de sécurité dans les établissements scolaires, un contrôle plus rigoureux des visiteurs, une révision des protocoles de sécurité applicables dans les salles de classe et les structures périscolaires, ainsi qu'un soutien accru en matière de santé mentale pour les enseignants comme pour les élèves. À l'annonce de la nouvelle, le choc a rapidement cédé la place à la colère.
Les citoyens ont exigé des explications. Comment un enseignant présentant un comportement instable a-t-il pu se retrouver en contact avec des enfants? Pourquoi personne n'est-il intervenu? Comment une telle situation a-t-elle pu se produire? L'opinion publique a réclamé la divulgation de l'identité de l'enseignante, ainsi qu'une enquête approfondie sur les dysfonctionnements systémiques ayant conduit à ce drame. La mort de Kimane, âgée de 7 ans, a mis en évidence de graves lacunes, l'absence de suivi psychologique des enseignants et l'insuffisance des mesures de sécurité dans les établissements scolaires. Alors que le pays entier pleure Kimane, une nouvelle vague de douleur a été ravivée par une polémique inattendue sur les réseaux sociaux, visant directement sa famille. Tout a commencé lorsque le père de la jeune fille a exprimé un souhait sincère, que Chan Young, membre d'un groupe populaire et idole de sa fille, assiste aux funérailles. Dans une interview accordée le 12 février 2025, il a précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une demande, mais d'un vœu discret et profondément personnel. Sa fille admirait Chan Young et rêvait de lui ressembler. Il souhaitait simplement que sa mémoire soit honorée, ne serait-ce que symboliquement, par l'homme qu'elle chérissait tant. En réponse, l'agence de la chanteuse a envoyé une couronne de fleurs ainsi que des cartes à l'effigie de Chan Young, consciente de l'importance que ces gestes pouvaient revêtir pour Kimane. Cependant, les réactions en ligne ont rapidement viré à la toxicité. Certains fans ont exigé que la chanteuse assiste personnellement aux funérailles. D'autres ont reproché au père de la fillette de faire pression sur une célébrité en pleine tragédie. La famille, déjà accablée par la douleur, a été prise pour cible. Une vague de haine a déferlé sur les forums. Certains ont reproché au père ses propos, tandis que d'autres se sont interrogés sur la légitimité d'associer une personnalité publique à un deuil aussi intime. Ce qui n'était au départ qu'un élan sincère d'émotion s'est transformé en un débat en ligne marqué par la colère et les récriminations, ajoutant à la détresse d'une famille confrontée à une perte irréparable. Pendant ce temps, l'enseignante reste hospitalisée. Les autorités ont indiqué que, dès que son état se stabilisera, elle sera officiellement entendue, puis mise en examen. Son domicile et son véhicule ont d'ores et déjà été perquisitionnés et plusieurs appareils électroniques ont été saisis. Les enquêteurs analysent actuellement son activité numérique ainsi que ses antécédents médicaux afin de reconstituer l'ensemble des circonstances. La date exacte de l'entretien n'a pas encore été fixée, mais les autorités ont confirmé qu'il se tiendra dès que les médecins la jugeront physiquement et mentalement apte à participer à l'enquête. Le procès doit débuter prochainement. Les éléments de preuve ne laissent place à aucun doute. Le pays tout entier attend, suspendu à la promesse que justice sera rendue. Mais aucun jugement ne pourra effacer ce qui s'est passé. Aucun verdict ne ramènera Kimane. Une vérité demeure. Une petite fille a placé sa confiance dans son enseignante, et cette confiance lui a coûté la vie. Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire de Cayetano Santos Godino, un criminel argentin souffrant de troubles mentaux et de pyromanie qui a commis une série d'agressions contre des enfants mineurs. Il est souvent considéré comme le premier tueur en série de l'histoire du pays. Cayetano Santos Godino est né le 31 octobre 1896 à Buenos Aires dans une famille d'immigrés italiens. Les Godino vivaient dans une extrême pauvreté, logés dans une maison modeste située dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Selon certaines sources, ils n'avaient même pas de salle de bain. Le père, Fiore Godino, travaillait comme gardien de phare et était profondément alcoolique. Avant la naissance de Cayetano, il avait contracté la syphilis. Ainsi, le petit Cayetano, comme les autres enfants de cette famille nombreuse, était en mauvaise santé et souffrait d'une entérite congénitale. Durant ses premières années, il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Fiore était également d'un tempérament violent et infligeait régulièrement des sévices à ses enfants, utilisant une ceinture en cuir ou un bâton en bois. Sa femme ne faisait pas exception et subissait elle aussi des violences. Pourtant, c'est sur Cayetano que Fiore semblait concentrer toute sa rage. Les premières années de sa vie, le jeune Godino les a passées dans la rue. Dès l'âge de 5 ans, il a commencé à fréquenter l'école, mais il a changé plusieurs fois d'établissement. Il se distinguait par une totale absence d'intérêt pour l'apprentissage et montrait des aptitudes très limitées. En parallèle, Cayetano faisait preuve d'une extrême agressivité, notamment envers ses camarades et ses enseignants, ce qui lui a valu d'être régulièrement renvoyé. Certains professeurs le qualifiaient sans détour d'idiot, d'imbécile ou de retardé mental, tant il semblait incapable de comprendre les leçons. Son état de santé était tout aussi préoccupant que ses capacités intellectuelles. Il souffrait de maux de tête fréquents, souvent accompagnés de fièvre, qui le contraignaient à rester alité pendant de longues périodes. Cayetano était également sujet à des vomissements et à des diarrhées chroniques, ce qui, selon certains experts, aurait freiné son développement physique. Sa taille,
qui n'a jamais dépassé 1,50 m, en est un triste témoignage. En plus de ces troubles, le garçon se distinguait par un comportement particulièrement conflictuel. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères et sœurs ne le supportaient à la maison. En réalité, même les voisins, en le voyant approcher, s'empressaient de fermer leurs volets pour ne pas entendre le flot d'insultes qu'il leur lançait constamment. Dès cette époque, il était surnommé El Petizo Orejudo, le garçon aux grandes oreilles, en raison de son apparence singulière. En grandissant, il n'a jamais appris à lire ni à écrire autre chose que son propre nom. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'il a quitté l'école après seulement 3 ans. Cayetano a également commencé à fumer et à boire très jeune, même selon les normes locales. Il volait des bouteilles de vin aux sans-abri qui erraient dans les ruelles de ce quartier défavorisé. Son passe-temps favori consistait à rôder dans les terrains vagues où il s'amusait à allumer de petits feux et à torturer des animaux. Godino a commis son premier crime, l'agression brutale d'un enfant de 2 ans, le 28 septembre 1904, alors qu'il n'avait pas encore 8 ans. Il a conduit le petit Miguel dans un endroit isolé, l'a frappé à plusieurs reprises et l'a laissé dans les buissons. Un policier qui passait par là a découvert les 2 enfants. Ils ont été emmenés au poste de police où leurs parents sont venus les récupérer. Bien que l'agression ait été particulièrement violente, les policiers n'ont pas imaginé qu'ils avaient affaire à un futur criminel dangereux. 1 an plus tard, Cayetano a de nouveau été arrêté. Cette fois, il avait attaqué une fillette de 18 mois, la frappant à la tête avec une pierre. Par chance, les blessures de l'enfant n'étaient pas graves. Dans les 2 cas, malgré la gravité des actes, le jeune délinquant n'a été que brièvement placé en état d'arrestation avant d'être rapidement relâché. Cayetano a commis son premier meurtre le 29 mars 1906. Ce jour-là, la police a été alertée de la disparition d'une fillette de 3 ans, Maria. Les autorités ont fouillé toutes les maisons, qu'elles soient habitées ou abandonnées, ainsi que presque tous les terrains vagues, mais aucun indice permettant de retrouver l'enfant n'a été découvert. Ce n'est que 6 ans plus tard que la famille de la fillette disparue a finalement appris la vérité. Le 5 avril de cette année-là, le jeune Godino, alors âgé de 9 ans, a été conduit au poste de police par son propre père. Fiore Godino a déclaré qu'il ne pouvait plus contrôler son fils et a demandé aux autorités de l'incarcérer. Il a accusé Cayetano d'être un enfant profondément instable, faisant preuve d'une cruauté gratuite envers les animaux. Peu avant cet acte désespéré, Fiore avait découvert sous le lit de son fils une boîte remplie de restes d'oiseaux mutilés. Ironiquement, le père de Cayetano était lui-même un homme violent, mais même lui a été profondément troublé par le comportement antisocial de son fils. À la suite de cette dénonciation, le jeune Godino a été envoyé dans une colonie pénitentiaire, d'où il a été libéré après 2 mois d'incarcération. Le 9 septembre 1908, Cayetano a tenté de noyer un garçon de 2 ans, Severino, en lui plongeant la tête dans une auge à chevaux. L'enfant a miraculeusement survécu grâce à l'intervention d'un propriétaire de bodega qui passait par là et a été témoin de la scène. L'homme a immédiatement maîtrisé l'agresseur et a alerté la police. Cayetano n'était resté au poste que 24 heures. Il a réussi à se justifier en affirmant qu'il n'avait pas tenté de noyer l'enfant, mais qu'au contraire, il avait essayé de le sauver. Le 15 septembre de la même année, soit seulement 6 jours après son arrestation, Cayetano a de nouveau attaqué un enfant. Il l'a emmené dans un terrain vague et a tenté de lui brûler les paupières avec une cigarette. Heureusement, la mère de l'enfant est arrivée à temps et a empêché le pire. L'agresseur a cependant réussi à s'enfuir. Après cet incident, Cayetano est retourné chez ses parents, mais son comportement n'a cessé d'empirer. Souvent ivre, il traînait dans le quartier, semant le trouble. Épuisé par la situation, ses parents ont décidé de l'envoyer à nouveau dans une colonie correctionnelle pour mineurs. Cette fois, Godino y est resté 3 ans. Pendant cette période, il a suivi plusieurs cours obligatoires et a appris à lire des mots syllabe par syllabe et à compter jusqu'à 100. Mais cette tentative de rééducation n'a eu aucun effet sur lui. Le 23 décembre 1911, après plusieurs années passées en colonie correctionnelle, Cayetano revient chez ses parents. Ces derniers espéraient que cette expérience l'aurait ramené à la raison, mais il n'en fut rien. Ils lui ont même trouvé un emploi d'apprenti dans une usine locale, mais il n'y a travaillé que quelques mois avant de retomber dans le vagabondage et de reprendre son mode de vie habituel. À la même période, il a recommencé à souffrir de violents maux de tête, ce qui, selon ses propres mots, a intensifié son désir de faire du mal aux autres. Le 7 janvier 1912, Cayetano a déclenché un incendie majeur dans un immeuble de la ville. Les pompiers ont mis près de 4 heures pour maîtriser les flammes. L'incendiaire a été arrêté et lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir allumé le feu uniquement pour observer les dégâts qu'il pouvait causer. Cette fois encore, Godino n'a passé que quelques jours en détention. Le 25 janvier de la même année, il a commis un nouveau crime. Le meurtre d'un garçon de 13 ans nommé Arturo, dont le corps à moitié nu a été retrouvé dans une maison abandonnée. Cette atrocité a provoqué une vive émotion dans la société. Selon certains rapports, les autorités ont d'abord soupçonné 2 hauts fonctionnaires et ont même enquêté sur eux pendant 6 mois.
Cette piste n'a toutefois pas été confirmée et l'enquête n'a pas abouti. Le 7 mars 1912, Cayetano a mis le feu à la robe d'une fillette de 5 ans à l'aide d'une allumette, après l'avoir attirée dans un endroit isolé. La victime a agonisé pendant 16 jours avant de succomber à ses brûlures à l'hôpital de la ville. Le 8 novembre de la même année, Cayetano a attiré le petit Roberto, âgé de 2 ans, en lui promettant des bonbons. Il lui a ensuite attaché les mains et les jambes avant de tenter de l'étrangler avec son garrot préféré. Par chance, l'enfant a survécu et l'agresseur a été arrêté par un passant. Emmené au poste de police, Cayetano a affirmé avoir trouvé l'enfant déjà ligoté par quelqu'un d'autre avant son arrivée. Faute de preuves suffisantes, il a été relâché le jour même. Entre le 16 et le 20 novembre, 2 autres agressions contre des mineurs ont eu lieu. Mais dans les 2 cas, l'agresseur a pris la fuite, effrayé par des témoins. Heureusement, les victimes n'ont pas été blessées. Le 3 décembre 1912, vers 10 h du matin, un homme nommé Pasquale ouvrait, comme à son habitude, son atelier situé dans une maison de rapport du quartier. Son fils de 3 ans jouait habituellement à l'entrée. Par inadvertance, Pasquale a perdu de vue son fils pendant quelques minutes. Lorsqu'il est retourné le chercher, l'enfant avait déjà disparu. Affolé, le père s'est précipité à l'extérieur, mais malgré ses recherches initiales, il n'a pas trouvé l'enfant. C'est alors qu'il a compris que son fils avait réellement disparu. Après avoir parcouru plusieurs rues, Pasquale est arrivé devant un vaste terrain vague. Là, il a croisé un adolescent aux grandes oreilles, Cayetano Godino. Pasquale lui a demandé s'il avait vu un petit garçon. Cayetano a secoué la tête et a répondu par la négative. Puis, comme si de rien n'était, il a conseillé au père d'aller chercher de l'aide auprès de la police. Pasquale a poursuivi ses recherches, tandis que le jeune homme aux cheveux courts et aux oreilles proéminentes s'éloignait tranquillement. Quelques heures plus tard, Pasquale découvre le corps de son fils dans l'enceinte d'un bâtiment abandonné. L'enfant avait les mains et les pieds ligotés et une corde enroulée 13 fois autour de son cou. Mais le plus effroyable restait à découvrir. Dans l'une des tempes du garçon, un clou de 10 cm avait été enfoncé, vraisemblablement à l'aide d'une pierre retrouvée à proximité. Les officiers de police ont mené une série d'entretiens avec des témoins potentiels vivant à proximité de la scène du crime. Une jeune fille interrogée a affirmé avoir vu le garçon, peu avant sa disparition, en compagnie d'un adolescent aux cheveux courts et aux grandes oreilles. Les inspecteurs chargés de l'enquête ont rapidement établi un lien entre ce crime et des agressions antérieures contre des enfants. Pourtant, bien que Cayetano soit le principal suspect, il ne dispose pas encore de preuves suffisantes pour l'arrêter. Quelques jours plus tard, une cérémonie d'adieu a été organisée pour l'enfant. Les membres de la famille étaient profondément bouleversés par la mort atroce de leur garçon. À un moment donné, le père du défunt a vu Cayetano entrer dans la maison. Il a d'abord pensé qu'il venait présenter ses condoléances, comme l'avaient fait d'autres voisins. Cependant, Cayetano s'est immédiatement dirigé vers le cercueil où reposait le corps de l'enfant. Il a alors saisi la tête de la victime et l'a tournée sur le côté, comme pour examiner la zone temporale où le clou avait été enfoncé. Ce comportement a semblé extrêmement suspect, et le père a aussitôt alerté la police. Dans les heures qui ont suivi, le domicile de la famille Godino a été perquisitionné, et Cayetano a été arrêté. Lors de la fouille de ses effets personnels, les enquêteurs ont découvert une coupure de presse relatant le meurtre d'un enfant. Interrogé à ce sujet, le détenu a déclaré que, bien qu'il ne sache pas lire, il avait reconnu la personne sur la photographie. Il a ajouté que, dès qu'il avait vu l'image, il avait ressenti un sentiment de satisfaction. C'est ce sentiment qui l'avait poussé à conserver l'article. En outre, au cours des recherches, une corde a été retrouvée. Ses caractéristiques correspondaient exactement à celles de la corde utilisée pour étrangler le fils de Pasquale. Finalement, malgré ses premières dénégations, Cayetano a fini par avouer sa culpabilité. Les enquêteurs soupçonnèrent Godino d'être impliqué dans d'autres agressions d'enfants. Ils ont donc intensifié la pression sur lui, et l'adolescent a fini par avouer toutes les atrocités qu'il avait commises. L'affaire du jeune homme aux grandes oreilles a eu un retentissement considérable dans la société argentine. Cayetano a été accusé de 4 meurtres, de 7 tentatives de meurtre et d'une série d'incendies criminels. Jusqu'alors, le pays n'avait jamais connu un tel cas. Un tueur en série aussi jeune, dont les victimes étaient exclusivement des enfants sans défense, était tout simplement sans précédent dans l'histoire de la nation. Par ailleurs, l'intérêt pour cette affaire a été renforcé par le développement croissant de la criminologie et, en particulier, par la théorie du criminel né. Cesare Lombroso, psychiatre italien et fondateur de l'anthropologie criminelle, avait étudié des centaines de criminels de son époque et conclu qu'ils présentaient tous des caractéristiques physiques spécifiques. Selon lui, ces traits étaient le résultat d'une régression évolutive naturelle s'étalant sur plusieurs générations. En d'autres termes, un criminel aurait presque toujours le visage d'un criminel. Lombroso décrivait ces individus comme ayant de grandes mâchoires, un front étroit, des pommettes saillantes, de grandes oreilles et des lèvres épaisses. Cayetano Santos Godino semblait correspondre parfaitement au profil criminologique décrit précédemment. Malgré son jeune âge,
Il était un tueur froid, totalement dépourvu de remords après avoir commis ses pires crimes. Les examens médicaux auxquels il a été soumis ont révélé que, outre la taille inhabituelle de ses oreilles, Cayetano présentait des bras anormalement longs et des organes génitaux disproportionnés. Ces particularités physiques ont été minutieusement consignées afin d'être utilisées dans le cadre des études sur le positivisme criminologique. Ces examens ont également révélé que le jeune homme portait au total 27 cicatrices sur le crâne. Il s'agissait apparemment de marques laissées par les violents passages à tabac que lui infligeait son père. D'après les résultats des tests psychiatriques, il a été établi que Cayetano n'était pas en mesure de prendre pleinement conscience de ses actes. En d'autres termes, il était considéré comme une personne irresponsable et mentalement instable. Cependant, il demeurait un criminel particulièrement rusé. Il se servait de son apparence inoffensive pour gagner la confiance des enfants. Il ciblait généralement les plus jeunes, plus faciles à manipuler. Godino leur offrait des friandises et les convainquait ensuite de le suivre dans un endroit isolé. Une fois à l'écart, il les attachait avec une corde qu'il portait en guise de ceinture, ce qui lui permettait de mieux les maîtriser pendant la torture. Bien qu'il ait parfois agi de manière impulsive, il peut être classé dans la catégorie des tueurs mixtes. Par définition, un tueur mixte combine des actes prémédités et des comportements impulsifs. Le 31 octobre 1914, un procès préliminaire a eu lieu au cours duquel le tribunal a déclaré Cayetano fou. En conséquence, le jeune criminel a été interné dans une unité fermée pour malades mentaux pour une durée indéterminée. Autrement dit, il ne serait plus jamais libre. La présence d'un patient aussi célèbre et agressif a semé l'inquiétude parmi le personnel et les autres détenus, et ces craintes étaient loin d'être infondées. Au début, Cayetano se contentait d'errer dans les couloirs, fixant les autres d'un regard menaçant. Mais peu après, il a tenté de passer à l'attaque. À la suite de cet incident, les autorités locales ont demandé son transfert vers une prison nationale. Ainsi, le 18 mars 1923, il a été transféré sous escorte à une prison située dans la ville d'Ushuaia, dans l'archipel de la Terre de Feu, surnommée la prison du bout du monde. Les conditions de détention dans cet établissement étaient particulièrement rudes. La température dans les cellules pouvait descendre jusqu'à 0 degré, même lorsque les poêles étaient en marche. Ouverte en 1902, la prison était destinée à accueillir des détenus particulièrement dangereux et des récidivistes. Le séjour de Cayetano en prison fut solitaire et éprouvant. Sa famille ne lui rendit jamais visite. Redoutant la stigmatisation publique, elle décida de retourner en Italie, abandonnant Cayetano à son sort. Cela n'avait peut-être pas grande importance, car il lui était interdit de recevoir des visites, d'échanger du courrier ou d'en envoyer. De toute façon, cette interdiction restait avant tout théorique, car peu de gens souhaitèrent le voir ou correspondre avec lui. Par ailleurs, il n'a jamais réussi à établir le moindre contact avec les autres détenus. Il était constamment méprisé, insulté et battu. Certains le soupçonnaient d'être un indicateur. Cayetano Santos Godino est décédé le 15 novembre 1944. Il avait alors 48 ans. La version officielle de sa mort indique qu'il a succombé à une hémorragie interne causée par un ulcère du duodénum. Cependant, une autre version, plus populaire, affirme que Cayetano aurait tué 2 chats errants, considérés comme les animaux de compagnie de certains détenus. Il les aurait jetés dans un chaudron en ébullition. Pour cet acte, il aurait été battu à mort. Les codétenus ont eux-mêmes précisé qu'en raison des températures glaciales et des conditions climatiques extrêmes régnant dans la prison, il était peu probable qu'il y ait des animaux de compagnie, surtout des chats. En revanche, ils n'ont pas démenti les rumeurs selon lesquelles Godino aurait été lynché par d'autres prisonniers. Les circonstances exactes de sa mort demeurent donc entourées de mystères. Cayetano a été enterré dans le cimetière de la prison. En 1947, sa tombe a été profanée et des inconnus ont volé la croix, la plaque et sa dépouille. Depuis, des rumeurs circulent affirmant qu'un membre haut placé du personnel pénitentiaire aurait acquis ces ossements et les utiliserait comme presse-papier ou comme sinistre souvenir. Qu'il s'agisse d'une simple légende ou non, la vérité est que ces restes n'ont jamais été retrouvés. Aujourd'hui, un musée subsisterait dans le bâtiment de l'ancienne prison où une sculpture en cire grandeur nature de Godino figure parmi les objets exposés. Liliana Hara a longtemps pleuré sa fille Rosalia, dont les restes n'ont été retrouvés qu'1 an après sa disparition. Elle était jeune et pleine d'espoir, mais les dernières années de sa vie ont été marquées par de grandes souffrances. À la fin, elle est devenue un symbole tragique de la lutte contre les violences faites aux femmes en Argentine. Rosalia Daniela Jara est née le 12 septembre 1997 à Fortin Olmos, une petite ville du département de Vera, dans la province de Santa Fe, en Argentine. Elle a grandi dans une famille modeste mais chaleureuse, dirigée par sa mère, Liliana Jara. Rosalia a passé toute son enfance et son adolescence à Fortin Olmos, où elle a effectué ses études primaires dans une école du quartier San José Obrero.
Elle a toujours rêvé de devenir enseignante ou policière. C'était une jeune femme douce et attentionnée, particulièrement dévouée à sa famille. Alors qu'elle était en 6e année, Rosalia a rencontré un homme nommé Juan Oscar Valdés. Il était enseignant suppléant, remplaçant occasionnellement les titulaires. Bien que Rosalia soit encore une enfant et que Juan soit marié, ils ont entamé une relation amoureuse qu'ils ont gardée secrète pendant plusieurs années. En réalité, leur différence d'âge était considérable. Selon certains rapports, Rosalia n'avait que 13 ans, tandis que Juan en avait 32. La jeune fille n'a confié l'existence de cette relation qu'à sa sœur. Sa mère, Liliana, ne l'a découverte que lorsque Rosalia est tombée enceinte. Après la naissance de sa fille Alma, Juan s'est éloigné de Rosalia et a refusé de reconnaître l'enfant. Environ un an plus tard, Rosalia a commencé à vivre avec un homme nommé Aldo. Là encore, une grande différence d'âge les séparait. Leur relation n'a jamais été vraiment paisible et, après une énième dispute, ils ont décidé de se séparer. Le samedi 1er juillet 2017, Rosalia est allée voir sa mère pour lui demander de s'occuper de sa fille de 2 ans, Alma. Elle a quitté la maison sans emporter presque rien. Liliana pensait que sa fille ne comptait pas s'absenter longtemps. Et c'était probablement le cas, jusqu'à ce que quelqu'un bouleverse ses plans. Ce soir-là, Rosalia portait une veste de sport rouge à capuche, un jean bleu et des baskets roses qu'elle venait d'acheter. Selon certaines rumeurs, elle serait allée jouer aux cartes avec les 400 derniers pesos, l'équivalent de 20 $ américains, qu'elle avait empruntés. D'après ses propres mots, elle avait besoin d'argent et avait décidé de tenter sa chance. Vers 9 h du soir, Liliana a appelé sa fille. Rosalia lui a répondu qu'elle se trouvait dans un bar et qu'elle passait la soirée avec des amis à jouer au stud poker à 5 cartes. En fin de compte, Rosalia n'a rien dit à sa mère qui aurait pu éveiller ses soupçons. Ce fut la dernière fois qu'elles ont été en contact. Vers 10 h du soir, Rosalia a été aperçue quittant le bar. Elle parlait au téléphone portable et se dirigeait vers le poste de contrôle. Après minuit, Liliana a tenté en vain de joindre sa fille, mais celle-ci ne répondait pas. Le lendemain, elle s'est rendue au poste de police pour signaler la disparition de Rosalia, qui n'était pas rentrée chez elle. Pour Liliana, cette situation était incompréhensible, car elle savait que sa fille aimait profondément Alma et qu'elle n'aurait jamais pu l'abandonner ainsi. Cependant, les policiers n'ont pas pris les déclarations de la mère au sérieux et ont refusé de lancer des recherches, affirmant que la jeune femme de 19 ans avait probablement choisi de ne pas rentrer volontairement. Plusieurs jours se sont écoulés depuis le signalement initial de Liliana, mais les autorités locales n'ont toujours rien entrepris pour retrouver sa fille. Une semaine après la disparition de Rosalia, des militantes féministes locales ont organisé une manifestation pour faire pression sur les autorités judiciaires. Le 11e jour après la disparition, les autorités ont finalement lancé une opération de recherche couvrant Fortin-Olmos et ses environs. Quelques semaines plus tard, des fonctionnaires locaux ont rejoint les recherches, de même que des agents de l'unité de lutte contre la traite des êtres humains. Pendant plusieurs jours, ils ont fouillé méthodiquement chaque lieu et ont fini par découvrir plusieurs objets susceptibles d'être liés à la disparition de Rosalia. Cependant, leurs attentes ont été déçues. Aucune preuve décisive n'a été trouvée. Il convient de noter qu'après la disparition de la jeune fille, presque toute l'attention des autorités s'est portée sur Juan Valdés. La police a constaté qu'il avait quitté son domicile vers 9 h du soir le 1er juillet, au volant d'une Toyota Corolla blanche, et que son itinéraire coïncidait en partie avec les déplacements présumés de Rosalia. Il a également été établi que Juan n'est rentré chez lui qu'après 1 h du matin. En outre, plusieurs jeunes présents près du bar ce soir-là ont affirmé avoir vu une voiture blanche aux vitres teintées, semblable à celle de Juan. Apparemment, ce dernier savait que les policiers le soupçonnaient d'être impliqué dans la disparition de Rosalia. Sinon, comment expliquer qu'il ait détruit son téléphone peu avant que l'appareil ne soit saisi par les autorités ? L'examen de l'historique des appels et l'analyse de la localisation du téléphone de Rosalia, qui n'a malheureusement jamais été retrouvé, ont également permis d'identifier Juan. Selon les données disponibles, la nuit de la disparition de la jeune femme, une vingtaine d'appels ont été enregistrés entre leurs 2 numéros de téléphone portable. Plus inquiétant encore, la plupart de ces appels avaient été initiés par Juan. En outre, l'analyse de la géolocalisation par triangulation des signaux d'antenne a révélé qu'à un moment donné, les téléphones portables de Rosalia et de Juan se trouvaient à proximité l'un de l'autre. De plus, le système de navigation par satellite, également appelé GPS,
a enregistré que la voiture de Juan avait traversé une zone boisée à la périphérie de la ville. Sur la base de ces éléments et des dépositions de plusieurs témoins, l'homme a été arrêté à la fin du mois de juillet 2017. Le 9 août 2017, au petit matin, les policiers ont lancé une série d'opérations visant à reconstituer la chronologie des événements ayant précédé la disparition de Rosalia. Les représentants du ministère de la Sécurité ont confirmé qu'au cours de ces opérations, plusieurs perquisitions avaient été effectuées. L'une d'elles s'est déroulée dans le centre de santé municipal et les deux autres au domicile de plusieurs policiers, qui se sont révélés suspects par la suite. La perquisition menée au centre de santé avait pour principal objectif de rechercher des preuves éventuelles indiquant que Rosalia aurait subi un avortement peu avant sa disparition. Cette hypothèse a finalement été écartée. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent et le principal suspect refuse toujours de s'exprimer sur sa relation avec Rosalia ainsi que sur les nombreux appels téléphoniques qu'il a passés le jour où elle a été vue vivante pour la dernière fois. En avril 2018, lors de l'audience relative à la mesure de contrainte tenue à Vera, le juge du tribunal pénal préparatoire a rejeté la demande de l'avocat de Juan visant à obtenir sa remise en liberté pendant la durée du procès. En outre, il a ordonné que l'accusé reste en détention pour une durée indéterminée, estimant que le risque d'entraver les témoignages ou d'influencer les témoins demeurait. Quant aux déclarations de l'avocat de Juan, celui-ci a affirmé que l'accusation ne disposait d'aucune preuve incriminant son client dans les faits reprochés. Il a également soutenu que son client avait coopéré avec les autorités depuis le début de l'enquête. Enfin, il a réfuté les arguments du parquet selon lesquels Juan aurait intentionnellement détruit son téléphone pour faire disparaître les preuves matérielles. Le dimanche 26 août 2018, 2 chasseurs ont découvert des restes humains près d'un ruisseau dans la commune de Golondrina. Il s'agissait d'un crâne et de plusieurs fragments d'ossements humains. En outre, une veste de sport, des baskets roses et plusieurs autres objets personnels susceptibles d'appartenir à la victime ont été retrouvés au même endroit. Les proches de Rosalia ont reconnu la plupart de ces objets. Les restes ont été transportés à l'Institut de médecine légale pour une analyse anthropologique. Peu après, la police d'investigation s'est rendue au domicile d'Aldo, l'ancien compagnon de Rosalia, car c'est là que la jeune femme vivait au moment de sa disparition. Avec l'autorisation du propriétaire des lieux, les enquêteurs ont pénétré à l'intérieur et ont trouvé une serrure correspondant à la clé découverte dans la poche de la veste de sport. Cependant, Aldo a affirmé avoir dû forcer la porte d'entrée, car il n'habitait plus à cette adresse depuis longtemps et ignorait où se trouvait son trousseau de clés. Le 8 septembre 2018, les enquêteurs ont mené plusieurs nouvelles opérations liées à l'affaire. La première s'est déroulée dans les locaux du service municipal de santé et avait pour objectif principal de prélever des échantillons de sang sur Liliana et sa petite-fille Alma afin de procéder à une analyse comparative de l'ADN dans le but de déterminer si les restes retrouvés appartenaient à Rosalia. Au début du mois de novembre de la même année, le personnel de l'Institut médico-légal argentin a confirmé que les restes retrouvés étaient bien ceux de la jeune femme disparue. Le rapport final indique que la probabilité que les échantillons analysés appartiennent à Rosalia est de près de 100%. Bien que les experts médico-légaux n'aient pas été en mesure d'établir la cause exacte du décès, il est évident que la mort de la victime résulte d'un acte de violence physique. Cette conclusion est étayée par la présence de graves lésions dans la région de la pommette gauche, ayant conduit à une destruction partielle du crâne. Pour Gustavo Latorre, le procureur en charge de l'affaire, les informations obtenues constituent une avancée décisive dans l'enquête. Quelque temps plus tard, après l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires, la dépouille de Rosalia a été remise à sa famille pour être inhumée. Après avoir obtenu la confirmation circonstancielle que Rosalia avait perdu la vie à la suite d'un acte de violence physique, le parquet de l'État a annoncé que le crime était désormais requalifié en féminicide. Ce n'est qu'1 an et demi après la disparition mystérieuse de Rosalia que l'affaire a donné lieu à un procès oral et public. Le 18 décembre 2018, Juan Valdés a été officiellement accusé de féminicide. L'avocat de la défense s'est opposé à cette qualification, soutenant que les causes exactes de la mort de Rosalia n'avaient jamais été établies. Après avoir entendu cet argument, le tribunal a ordonné l'exhumation des restes pour un nouvel examen. Quelques mois plus tard, le juge initial a été relevé de ses fonctions en raison d'une présumée partialité envers l'accusé. Le 2 juillet 2018, le nouveau juge a entamé ses fonctions en rejetant une nouvelle demande de l'avocat de Juan visant à annuler la décision de prolonger sa détention provisoire. Durant toute la phase préliminaire de l'affaire, les médias locaux ont régulièrement rendu compte des aspects les plus marquants de l'enquête.
En particulier, ils ont rapporté que le procureur général, Gustavo Latorre, avait affirmé que Juan avait tué Rosalia parce qu'elle réclamait de l'argent pour l'entretien d'Alma. Selon le procureur, Juan savait parfaitement qu'Alma était sa fille. Gustavo Latorre a précisé qu'1 jour avant sa disparition, Rosalia avait appelé Juan pour lui reprocher à nouveau son refus de soutenir et de reconnaître sa fille. Parallèlement, les médias ont également couvert l'action en justice intentée par Aldo, l'ancien compagnon de Rosalia, visant à prouver qu'Alma n'était pas réellement sa fille. Il semblerait qu'Aldo ait engagé cette procédure pour tenter de récupérer la maison où Rosalia vivait récemment et qu'il avait été contraint de quitter par décision de justice à la suite d'une plainte de Rosalia pour violence physique. Pour en revenir au procès, selon l'hypothèse principale de l'accusation, le samedi 1er juillet 2017, profitant de l'absence de sa femme, Juan a contacté Rosalia et lui a demandé de le rejoindre. Comme mentionné précédemment, ce jour-là, plusieurs appels téléphoniques ont eu lieu entre Rosalia et Juan, le dernier ayant été initié par l'accusé. Cet appel n'a duré que 30 secondes, mais ce laps de temps aurait suffi à Juan pour indiquer le lieu et l'heure exacte du rendez-vous. Il est supposé qu'en retrouvant Rosalia, Juan aurait fait usage de la force pour la contraindre à monter dans sa voiture et éteindre son téléphone portable. Dès ce moment, le signal émis par le téléphone de la jeune femme est devenu indétectable. Selon la chronologie approximative des événements établis par les procureurs adjoints, Juan aurait pris la route avec Rosalia en direction de la commune de Golondrina. À un moment donné, l'accusé lui aurait porté un coup à la tête, causant ainsi sa mort. Il aurait ensuite parcouru quelques kilomètres supplémentaires jusqu'à un ruisseau pour se débarrasser du corps. Au cours de l'audience, le procureur a de nouveau présenté toutes les preuves admises dans le cadre de l'affaire. Outre le rapport des experts de l'Institut de médecine légale, l'accusation disposait des dépositions de plusieurs témoins, des protocoles de recherche, des résultats des analyses ADN et des conclusions des experts en criminalistique. Le dossier comprenait également des informations fournies par les compagnies de téléphonie, notamment des données relatives aux appels et aux messages, ainsi que des informations sur la géolocalisation qui ont pleinement soutenu les arguments de l'accusation. En outre, les procureurs adjoints disposaient du témoignage de Macarena, l'une des belles-filles de Juan, âgée de 20 ans. Elle a affirmé que son beau-père avait quitté la maison vers 21h ce soir-là et qu'elle ne l'avait pas vu revenir. Ce témoignage contredit les déclarations de l'accusé qui a maintenu qu'il s'était endormi tôt ce soir-là et n'avait pas quitté son domicile. Un autre élément de preuve, bien que circonstanciel, concernait le comportement inapproprié de Juan envers des adolescentes. Cette information était fondée sur le témoignage d'une jeune fille qui aurait été victime de son comportement obscène alors qu'elle n'avait que 12 ans. De plus, d'autres éléments ont révélé que Juan avait eu des problèmes dans l'établissement scolaire où il enseignait occasionnellement, tous liés à ses relations avec des mineurs. En novembre 2019, les proches de Rosalia ont changé d'avocat. Quelques mois plus tard, en mars 2020, la nouvelle représentante légale de la famille, Carolina Walker, a déclaré qu'après avoir examiné le dossier, elle avait constaté que l'enquête ne prenait pas en compte certains aspects liés au genre. Elle a également jugé étrange que Juan n'ait jamais été accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle de Rosalia, alors même que leur relation amoureuse avait commencé bien avant que la jeune fille n'atteigne la majorité. En outre, Carolina a affirmé que lorsqu'elle avait commencé à recueillir des informations sur les crimes potentiels commis par Juan, il lui était apparu clairement qu'elle avait affaire à un véritable prédateur. Elle n'a donc pas exclu la possibilité d'affaires parallèles futures liées à ces crimes. Le procès principal qui s'est tenu au tribunal de Vera s'est ouvert le mardi 7 juillet 2020, soit 3 ans après la disparition de Rosalia et 2 ans après la découverte de ses restes. En raison des mesures de distanciation sociale imposées par la pandémie, seuls les principaux représentants des parties étaient présents dans la salle d'audience. Tous les autres participants au procès, y compris les membres des médias et divers experts, se trouvaient dans d'autres espaces du palais de justice. Compte tenu de l'importance publique de l'affaire et des restrictions déjà annoncées, plusieurs organisations féministes qui soutiennent activement les proches de Rosalia ont demandé aux autorités de retransmettre quotidiennement le déroulement du procès. Dans son discours d'ouverture, le procureur Gustavo Latorre a annoncé son intention de demander une peine de réclusion à perpétuité pour l'accusé. Et les raisons ne manquent pas. La principale réside dans le fait que la victime a toujours entretenu une relation profondément déséquilibrée avec l'accusé. Juan exerçait non seulement un contrôle total sur elle en tant que personne, mais il la maltraitait également sur le plan social.
En outre, il la sollicitait régulièrement pour des relations intimes en échange d'argent ou de petits cadeaux, créant ainsi une forme de dépendance à son égard. Lorsque Rosalia est tombée enceinte, il s'est tout simplement désintéressé d'elle et a refusé de reconnaître leur enfant commun. Par conséquent, la peine requise n'est en rien disproportionnée par rapport à l'ampleur du préjudice infligé à l'ensemble des membres de la famille Hara. De son côté, l'avocate des parents de la victime, Carolina Walker, a vivement critiqué l'attitude des autorités lors du signalement de la disparition de la jeune femme. Elle a souligné qu'au début, les forces de l'ordre n'avaient fait preuve d'aucune diligence dans la recherche de Rosalia et, de manière générale, n'avaient pas pris l'affaire au sérieux. Elle a également rappelé que les restes de la jeune femme n'avaient pas été découverts par la police, mais par 2 chasseurs. En outre, Carolina a affirmé qu'elle soupçonnait l'un des policiers d'avoir prévenu Juan des soupçons qui pesaient sur lui. En conséquence, toutes les informations compromettantes ont disparu peu avant son arrestation. Au cours du procès, qui a duré environ 1 mois, une centaine de rapports d'expertise ont été présentés. En outre, des informations détaillées concernant les communications téléphoniques entre Rosalia et l'accusé le jour de sa disparition ont été exposées. On a ainsi appris que le dernier appel passé par Juan coïncidait avec l'heure approximative à laquelle la jeune femme avait quitté le bar. Peu après, le téléphone portable de Rosalia a été éteint. Outre les témoins ayant aperçu une voiture blanche similaire près du bar, d'autres ont affirmé avoir vu Juan quitter son domicile vers 21h et n'y revenir que 4h30 plus tard. Selon les procureurs, ce laps de temps était largement suffisant, tant pour commettre le crime que pour se débarrasser du corps. Un autre élément de preuve important, déjà mentionné, est la géolocalisation des téléphones par triangulation des signaux des antennes relais. Elle a révélé que, pendant un certain temps, les téléphones portables de Juan et de Rosalia se trouvaient à proximité l'un de l'autre dans la même zone géographique. Au vu de tous ces éléments, on peut affirmer que les représentants de l'accusation ont présenté une plaidoirie convaincante, exposant de manière détaillée l'ensemble des preuves directes et circonstancielles établissant la culpabilité de Juan Valdez dans ce crime. Ils étaient convaincus à 100% que la vie de Rosalia avait été brutalement interrompue par un acte de violence physique commis par l'accusé. Bien que la cause exacte du décès n'ait jamais été formellement établie, les anthropologues légistes estiment que Rosalia est probablement morte des suites d'un coup porté à l'os zygomatique gauche. Juan a également eu l'occasion de s'exprimer pour sa propre défense. Il a tenté de réfuter toutes les preuves présentées par les autorités, notamment l'accusation d'avoir intentionnellement endommagé son téléphone portable. En outre, l'accusé a soutenu qu'en concentrant leurs efforts uniquement sur lui, les enquêteurs avaient commis une grave erreur, les empêchant ainsi d'identifier la personne réellement responsable de la mort de Rosalia. Le 3 août 2020, le verdict tant attendu est enfin rendu. Le tribunal déclare Juan Valdez coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. L'homme a écouté sa sentence, les yeux baissés. Un grand nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes appartenant à diverses organisations de défense des droits de l'homme s'étaient rassemblés à l'extérieur de la salle d'audience. Tous avaient apporté un soutien constant aux proches de Rosalia et avaient suivi le procès à leur côté. Quelque temps après la condamnation, l'avocat de Juan a fait appel du jugement du tribunal de première instance. Lors de l'audience en appel, le représentant légal de l'accusé a soutenu que l'accusation n'avait pas apporté de preuves irréfutables établissant que Rosalia était effectivement montée dans la voiture de Juan le jour de sa disparition. En outre, l'avocat a désigné Aldo, le dernier compagnon de la jeune femme, qu'elle avait accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle, comme le véritable auteur des faits. Selon le représentant légal de Juan, le simple fait que son client ait eu un enfant avec Rosalia ne constitue en aucun cas une preuve qu'il aurait eu une raison valable de commettre un crime aussi grave. De leur côté, les représentants de l'accusation ont tenté de réfuter les arguments de la défense. Selon eux, dès le début de l'enquête, plusieurs pistes avaient été envisagées, mais elles avaient été écartées dès lors que l'ensemble des éléments de preuve avaient convergé vers Juan. Carolina Walker, représentante légale des parents de la victime, a approuvé les déclarations des procureurs tout en mettant en doute la bonne foi de l'avocat de Juan, l'accusant d'avoir sciemment déformé le dossier. Le 7 octobre 2021, la Cour d'appel de Vera a rendu son verdict. Dans une décision unanime, les 3 juges ont rejeté l'appel ainsi que la demande d'annulation du jugement déposé par l'avocat de Juan. Ils ont ainsi confirmé le jugement prononcé précédemment par le tribunal de première instance qui avait condamné l'homme à la réclusion à perpétuité pour meurtre avec circonstances aggravantes de violences sexistes. En outre,
Le ministère public a été chargé de mener une enquête interne sur l'infraction présumée commise par certains membres de la police de Fortin Olmos. La mort de Rosalia Jara a été une affaire qui a rassemblé le public et les mouvements féministes dans le nord de la province de Santa Fe. Elle a mis en lumière le problème des violences sexuelles, attirant l'attention des médias locaux et devenant un sujet central des débats politiques. Bien que les proches de Rosalia aient obtenu justice, cela n'a pas suffi à refermer leurs blessures.